Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule pour vous, que vous nous regardiez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion, que ce soit sur YouTube ou même en podcast, puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va parler mesure du temps dans l'Antiquité gréco-romaine. Et oui, alors c'est déjà un sujet qu'on a abordé sur la chaîne au Moyen-Âge, en fait, la mesure du temps. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que finalement, ça touche à beaucoup de choses à la fois techniques, philosophiques, bref, c'est très très intéressant. Et donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur cette période gréco-romaine avec Jérôme Bonin, qui est docteur en archéologie, spécialisé dans l'instrumentalisation du temps dans l'Antiquité gréco-romaine, ça tombe bien. Il a soutenu à ce sujet une thèse intitulée, attention, c'est long, Orologia Romana, recherche archéologique sur les instruments de mesure du temps à l'époque romaine, études typologiques, urbanistiques et sociales, qui a été par la suite adapté en livre en 2015. Il a également écrit de nombreux articles sur le sujet, et aujourd'hui, il est gérant du salon de thé Brocante au Chevalier Balthazar, qui se trouve à Guise, dans l'Aisne, et il est restaurateur de cadrans solaires. Guise qui est aussi connu pour son fameux familistère de Guise, que j'adore et que je vous invite à aller visiter. En tout cas, vous l'aurez compris, au programme d'aujourd'hui, on va parler mesure du temps dans l'Antiquité, cadran solaire, restauration avec Jérôme, que certains qualifient même de fameux romaniste. En tout cas, bonjour mon cher Jérôme, comment tu vas? Oui, bonjour, ça va très bien, fameux romaniste, bravo. Écoute, je suis très content de te recevoir ici aujourd'hui. Merci de nous accorder de ton temps. On est ensemble pour 2 heures quand même, donc on va pouvoir papoter un peu. Exactement, oui, ça va permettre de suivre un petit peu le sujet comme il faut et de rentrer vraiment dans le vif de la question. Alors justement, première question que je pose à tous les invités qui viennent dans cette émission. Comment t'en es arrivé là? Comment est-ce que toi t'en es arrivé à étudier les cadrans solaires antiques? Par intérêt pour la mesure du temps, personnellement, déjà, parce que c'est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse, qui me semble plein de surprises, et aussi parce que c'était une sorte de terra incognita dans le monde de la recherche, voilà, dans l'Antiquité. Il y avait presque rien. On y reviendra après sur l'historiographie, mais pas grand-chose sur le sujet. Donc je me suis dit, ouais, bingo, ça va être génial. Allons-y, on va travailler sur la mesure du temps dans l'Antiquité. Donc à la fois un dada, toi t'aimais les montres quand t'étais gamin? Ouais, j'adorais ça. J'adorais les montres, les réveils, l'horlogerie, la mécanique, les questions techniques, voilà, le calendrier, enfin toutes ces questions sur le temps qui passe, sur la mesure du temps, sur pourquoi, comment, voilà. On démonte toujours ces premiers réveils assez tôt dans ces cas-là. Et d'ailleurs, dans le salon de thé que tu tiens, alors je précise pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas l'image, là tu es dans ton salon de thé et alors tu m'as prévenu avant qu'on lance l'émission, attention, à 11h, donc dans 1 heure, puisqu'on enregistre cette émission, il est 10h là actuellement, ça va sonner. Attention, horloge, oui c'est ça, ça sonne à peu près, ouais, toutes les demi-heures, toutes les heures, il y en a un peu partout. Moi je resterai dans les temps, je ne déborderai pas. Voilà, mais en tout cas on sera au tempo de ces horloges. Donc tu travailles sur l'Antiquité gréco-romaine, mais alors plus précisément sur quelle zone géographique et quelle période? Parce que c'est large quand même. C'est extrêmement large, c'est vraiment voilà, une période et une ère géographique aussi compliquée, parce qu'on va passer par des régimes différents, par des typologies aussi différentes d'instruments, par des besoins différents, mais j'ai voulu être le plus complet possible quand j'ai fait le travail. Donc on va dire je pars grosso modo du 6e siècle avant notre ère, donc en Grèce, et je m'arrête au 6e siècle après notre ère, Byzance, toujours la partie orientale, mais en passant une bonne partie de mon temps sur l'empire grec, romain, pour le coup, à partir du 2e siècle jusqu'au 4e siècle de notre ère. Donc là, ça va couvrir l'ensemble de l'Empire romain d'Occident, l'ensemble de l'Empire romain d'Orient. Donc on peut avoir des éléments, et on va en parler, de la Tunisie jusqu'à la frontière germanique, en passant par des horloges hydrauliques en Angleterre, ou aller jusqu'en Israël. Même un peu plus loin, on peut même aller jusqu'en Afghanistan, avec des cadrans très très bizarres et très intéressants grecs, à Haïkanoum, donc en plein Afghanistan. Voilà, donc on peut
Bulgarie, Égypte. On passe sur toutes les aires géographiques possibles et chronologiquement. Voilà, c'est extrêmement vaste pour comprendre un peu l'évolution. Voilà, parce que si on fait que 1 ou 2 siècles d'utilisation à Rome du 1er au 2e siècle, bon, c'est intéressant, mais on va avoir une fenêtre très très restreinte de l'usage et de ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Oui, et puis alors on l'a vu nous dans d'autres émissions avec d'autres invités, les influences gréco-romaines, elles ont été quand même très très loin. Il n'y a pas très longtemps on parlait de la Bactriane dans l'émission. Voilà, enfin on a des influences qui vont très loin en Asie centrale. Il y a des échanges même qui vont même plus loin, donc c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. Alors toi, tu travailles donc sur l'instrumentalisation du temps dans cette antiquité, mais alors sur quelle source on peut bosser? Est-ce qu'on a surtout de l'iconographie, ou est-ce que tu as vraiment du matériel, tu vois, du cadran solaire quoi, qui est là, qu'on a retrouvé et qui est fonctionnel? On va faire feu de tout bois. On va dire, on va travailler sur toutes les sources qu'on peut avoir. Donc, en premier lieu, évidemment, de l'archéologie, donc c'est-à-dire des cadrans solaires, des fragments de cadrans solaires, des tout petits bouts de machin qui ressemblent à des cadrans solaires, mais qui sont parfois pas des cadrans solaires. Ça, on pourra en parler aussi. C'est très intéressant. La proportion des fois de l'archéologue à imaginer des choses quand il voit 3 lignes. Et puis voilà. Mais aussi, on va travailler sur l'épigraphie, donc toutes les informations textuelles qui sont gravées sur pierre, qui nous informent du don d'une horloge, ou alors d'une réparation d'une horloge, ou alors d'un problème d'heure dans l'irrigation, par exemple en Afrique saharienne. Enfin bon, là, on a ce genre de texte aussi. On va travailler bien sûr sur toutes les sources littéraires. Donc là, on va éplucher toute la documentation grecque et latine pour aller chercher l'occurrence d'une horloge, pour savoir pourquoi on les utilise, pour comprendre tout ça. Et puis bien sûr l'iconographie, mosaïque, fresque, gemmes, donc les sceaux qui servaient à signaler le propriétaire dans toute correspondance, et qui avaient aussi parfois des graines en solaire. On va y revenir peut-être tout à l'heure, de graver sur ce tout petit élément de quelques centimètres. Et puis plein d'autres encore, j'en passe. Et voilà, il y a des sculptures, il y a des terres cuites, il y a plein de trucs avec des cadrans solaires ou une mesure du temps présente. Donc tout type de source, vraiment à tout azimut. Ah, c'est rigolo parce que d'habitude quand on reçoit des spécialistes dans cette émission, alors bien évidemment ils nous disent que les sources sont assez larges, mais on a des champs qui sont vraiment restreints. Moi, entre la période que tu étudies, la géographie que tu étudies et le type de source, j'ai vraiment l'impression que t'as profusion de matière et que ça a dû être compliqué quand même de faire le tri. C'était assez compliqué. Et alors, il y a un bon travail de compilation de plusieurs années de sources qu'on va chercher dans toute la bibliographie. On va étudier tout le corpus d'épigraphie du 19e jusqu'à nos jours pour aller chercher juste un mot qui est pas toujours d'ailleurs référencé. Donc, faut lire une bonne partie des trucs. Et ensuite, on va essayer de faire un catalogue. Et le catalogue, on va essayer de l'agencer correctement pour rassembler les 600 sources archéologiques de cadrans solaires, les 340 sources d'épigraphie, plus après les 150 sources d'iconographie, puis après toutes les sources littéraires qui sont là pour le coup, je ne pense pas avoir été exhaustif parce qu'il y a énormément de choses, mais j'ai quand même été rechercher la majorité des sources latines et grecques qui vont parler dans la littérature en tout cas d'une horloge, que ce soit scientifique avec Vitruve, mais ou un peu législatif avec Cicéron, ou alors humoristique avec Lucien de Samosate. Voilà, c'est super rigolo à lire aussi, parce que là si on a le temps, il faudrait que j'en parle un peu, mais il y a des trucs très très marrants. Donc, voilà, c'est éclectique. Mais si on veut vraiment comprendre le sujet qui avait jamais été traité, il faut aller chercher tout ça. Alors justement, on va poser ces premières questions qui ont pour objectif de dégrossir un peu le terrain sur pourquoi et comment on mesure le temps dans l'Antiquité gréco-romaine. Alors, si on va parler de mesure et d'instrumentalisation du temps, je pense qu'il est quand même nécessaire de définir de quoi on va parler. Parce que le temps, le mot temps, finalement, ça regroupe quand même pas mal de choses. Donc, toi, sur quel type de temps tu travailles ? Alors, pas le temps philosophique, à propos en parler, pas ce temps-là, pas cette question de qu'est-ce que le temps et d'où ça vient et comment on va le vivre, mais plutôt le temps technique, c'est-à-dire comment on divise sa journée
comment on va utiliser cette division temporelle, comment on va aller chercher un cadrage pour les citoyens ou pour les gens à l'extérieur, hein, pas forcément des citoyens, mais on va parler de militaires, on va parler de voyageurs, on va parler de religion. Comment on va aller diviser ce grand moment qui est une journée pour un citoyen lambda de l'Antiquité gréco-romaine. Mais alors, et avant de s'intéresser au comment, on peut se poser déjà une question, hein, c'est pourquoi pourquoi c'est nécessaire de mesurer le temps? Quel intérêt? Là, je risque de forcément faire quelques allers-retours ou de digresser un petit peu. Fais-toi plaisir, t'es là pour ça. Des questions qui vont venir après, mais si on regarde bien la mesure du temps scientifique, je parle vraiment de scientifique, hein, qui est réfléchi, qui est cadré, qui est comprise, qui va être formulé par des équations mathématiques, hein, c'est grec. Essentiellement à partir du IVe siècle avant notre ère. Et ce besoin-là, il coïncide aussi avec un besoin d'organisation très précis de la cité grecque, un besoin de coordonner un peu les actions de l'ensemble des citoyens. Là, on va vraiment parler de l'ensemble des citoyens, on ne parle pas du reste de la population qui n'aura pas grand-chose à faire avec les horloges, et un besoin aussi de comprendre des phénomènes astronomiques, surtout au IVe siècle avant notre ère. Si je fais une sorte de résumé en avant-première de ce qui va être dit, on a quelque chose de très 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 compliqué au IVe siècle avant notre ère, avec des recherches sur les équinoxes, sur les solstices, sur comment on va mesurer l'ombre d'Agnomon. On va reparler de tous ces termes après, hein, mais d'une tige pour comprendre des phénomènes astronomiques très compliqués, ou mesurer la circonférence de la Terre, ou la distance Terre-Soleil, bref, etc. Tout ça avec des cadences solaires, juste avec des moyens très rudimentaires. Et petit à petit, et surtout à partir du IIe siècle avant notre ère, et l'immense affluence de Rome qui commence à arriver, et ben ça va être le cadran solaire, la mesure du temps va devenir quelque chose de juste banal, quotidien, particulièrement répandu, mais de plus en plus simple et de moins en moins précis, technique et correct. C'est la différence entre la Rolex et la flic-flac. Mais c'est quelque chose qui est très flagrant. Et le côté scientifique, à partir du IIIe siècle de notre ère, disparaît complètement. Le cadran solaire n'est plus, on va y revenir, un objet qui permet d'étudier des phénomènes célestes. Non, c'est juste, oui, ok, j'ai un cadran solaire dans mon jardin, dans ma villa, je sais même pas comment il fonctionne, mais j'en ai un. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc pourquoi c'est surtout l'organisation de la cité et comprendre des phénomènes astronomiques complexes. Alors du coup, est-ce que ça, à partir du moment où on commence à mesurer le temps, ça induit une division de la journée? Alors la division de la journée, on l'a avant l'apparition du cadran solaire. Ou avant, pas l'apparition, mais la diffusion générale du cadran solaire. Vous avez bien avant des tables d'ombre, c'est-à-dire que vous avez votre corps, hein, vous mettez en place soleil et votre ombre mesure tant de pieds. Bon, vous savez qu'il est à peu près, grosso modo, tel moment de la journée, quand votre ombre fait de temps. Et il y a des tables qui existent, qui circulent, hein, qui sont parfois très bonnes, parfois très 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 mauvaises, pour vous indiquer voilà, vous faites tant de pieds d'ombre, il est telle heure. Bon, et ça c'est marrant parce que ça existe du 6e avant notre ère jusqu'au 7e de notre ère. Hein. On va retrouver des tables d'ombre byzantines qui sont toutes à peu près stéréotypées, qui proviennent du même type et du même, de la même source, qui est parfois un peu erronée. Mais ça servait, ça suffisait. Oui, on est à peu près entre temps et temps. Bon, ça va, je sais dans quel moment de la journée on est. Mais faut pas se leurrer, la plupart des gens qui vivaient dans l'Antiquité, la majorité de la population qui va être rurale, et qui n'est pas forcément dans les cités, n'a que peu de besoin d'un cadran solaire ou de savoir l'heure qu'il est. On travaille dans sa journée, on se lève avec le lever du soleil, on se couche avec le coucher du soleil, et puis ça suffit largement. C'est dans les grandes villes, dans toutes les cités, dans l'organisation humaine qu'on a besoin là d'aller chercher à l'heure près, et parfois à la demi-heure près, comment régler
voilà, la vie de tout le monde. Comment aller au terme pour avoir le moins d'embouteillage possible et pas tout le monde à la même heure dans les termes, parce que ça pose des problèmes, ou pour aller dans les tribunaux, ou pour aller plaider sa cause, et le mariage, parce qu'il y en a plein dans la journée. Bon, allez, il va falloir un petit peu gérer tout ça, parce que ça devient compliqué, etc., etc. Tout ça, on va en reparler, mais ça devient fondamental quand on est plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions dans une organisation. Mais alors, du coup, tu parles d'heures, de demi-heures. Donc, on avait déjà un découpage dans cette antiquité en heures, en demi-heures, en minutes. Alors, là, c'est pareil. Comme mon champ d'action est très très large, c'est compliqué. Si je vous dis oui, on fait ceci, c'est pas forcément sur les 1000 ans d'histoire que j'ai étudié, sur l'ensemble de l'ère géographique que j'ai étudié. Donc des fois, je vais être obligé de faire un peu des généralités. Hein. C'est pas forcément vrai sur l'ensemble de la fourchette chronologique, mais les heures, on les connaît depuis un bon bout de temps. Les Égyptiens utilisent aussi des cadences solaires qui sont assez bizarres et qui fonctionnent aussi en heure équinoxiale. En heure temporaire, pardon. Je vais devoir là expliquer peut-être pour les auditeurs. Nous, on fonctionne comment ? On fonctionne en heure équinoxiale. C'est-à-dire que toutes nos heures font 60 minutes. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas de différence. Toute l'année, une heure, c'est 60 minutes. C'est un peu simple et rébarbatif. C'est beaucoup plus rigolo dans l'Antiquité parce que les heures n'ont jamais la même durée. Elles sont toutes différentes. Elles sont en heure temporaire, elles vont suivre le cours de la rotation de la Terre autour du Soleil. Et on n'a pas le même durée de jour, ou de nuit d'ailleurs, en été et en hiver. On s'en rend bien compte en ce moment. Hein. Il fait nuit très très tôt, le jour se lève vachement tard. Une heure en hiver, si je fais une moyenne, c'est 40 minutes à peu près dans l'Antiquité, mais par contre, une heure en été, c'est 1h20. Et ça, on le sait dès l'Antiquité, on sait qu'il y a des variations d'heures, parce qu'on connaît l'heure équinoxiale. On sait qu'on peut avoir des heures de 60 minutes tout le long de l'année. Mais on fait comment pour les mesurer ? C'est ça le problème. Parce que le seul moyen de mesure du temps, le seul étalon, c'est le soleil. Point. Nous, on a des horloges atomiques. On a des horloges mécaniques, on a des tas de choses on a des étalons faciles, donc 60 minutes, c'est facile. Dans l'Antiquité, on n'a pas trop cette possibilité-là. On va reparler des horloges hydrauliques après, hein, mais disons que, au IVe siècle avant notre ère, on connaît l'heure équinoxiale, on l'utilise pour faire des mesures astronomiques, parce que c'est bien gentil de dire en tant d'heures, il s'est écoulé tant de choses, et puis l'ombre a fait tant de pas. Oui, mais en heure quoi ? En heure équinoxiale ou en heure temporaire ? Bon, donc heure équinoxiale, parce que sinon, pour les calculs, ça devient un peu compliqué, hein, parce que chaque heure est différente, évidemment. Et comment on a défini qu'une heure équinoxiale, c'était 60 minutes ? Ça, c'est juste un héritage des temps babyloniens. On va peut-être revenir aussi à un moment donné sur Babylone, sur l'Égypte, sur la division en 60, sur la base 60, et nous qui fonctionnons plus forcément sur la base 60. Des questions très très intéressantes sur. Écoute, on va y revenir, mais en tout cas, effectivement, pour nous, après, c'est pas technique, mais c'est ressenti. Effectivement, il y a aussi des heures qui durent plus longtemps que d'autres à notre époque. Bizarrement, quand on bosse, c'est vachement plus long. Hein. C'est bizarre. On s'en rend compte. Alors, mesurer le temps, d'accord, mais comment ? Donc, alors, déjà, qui a voulu en premier mesurer le temps ? Tu nous disais que c'était au 6e siècle, ça, avant notre ère ? Alors, dans l'Antiquité gréco-romaine ou avant ? Dans cette Antiquité gréco-romaine. D'après les sources les plus vieilles qu'on ait sur le sujet, les sources grecques, hein, bien sûr, les plus vieilles, ce serait hérité des Chaldéens. Donc là, on est côté de Babylone. Et donc, on a des figures tutélaires, Bérose, ou des personnages un peu plus mythiques qu'historiques. On n'a pas trop d'informations là-dessus. Et ça vient de Babylone et de l'Égypte. Les Grecs reconnaissent parfaitement cette filiation. On manque malheureusement de sources archéologiques, donc de preuves matérielles. On n'a que des sources littéraires sur d'où cela vient. Mais les Grecs, les premiers, ont fait une sorte de recherche archéologique. Mais pourquoi on a besoin de mesurer l'heure et qui nous l'a apporté et l'heure d'où ça vient ? Les Chaldéens, Bérose, ce monde-là qui a été repris et amélioré bien sûr par les Grecs. Mais alors de ce qu'on en sait, du coup, quelle technique ils utilisaient eux ? On a là un énorme vide, on ne sait pas.
parce que autant pour l'Égypte, on a retrouvé des cadences solaires, on a des tables astronomiques, on a des tables d'ombre, on a des fresques avec des phénomènes astronomiques qui sont observés, on a des horloges hydrauliques égyptiennes, donc c'est des vases percés avec de l'eau à l'intérieur, et au fur et à mesure que l'eau descend, il y a des graduations à l'intérieur du vase, donc il nous dit combien de temps s'est écoulé, enfin c'est plus un chronomètre qu'une horloge, hein. Mais on a ce genre de choses, autant pour la partie Mésopotamie, on n'a rien. Pas d'artefacts. Et les seules sources qu'on ait, ce sont des tablettes cunéiformes qui nous donnent des prévisions astronomiques et des relevés de l'état du ciel pour faire des horoscopes, parce que la mesure du temps est intimement liée à l'horoscope dans l'Antiquité aussi gréco-romaine. Et on a ce genre de choses, des tablettes cunéiformes qui nous donnent des précisions très très intéressantes, vraiment assez même bluffantes, mais on ne sait pas comment ils y sont arrivés. Ça peut être juste avec un bâton planté dans le sol. Et partant de là, on ne va pas retrouver d'informations. Un bâton planté dans le sol et des graphiques et des lignes hyperboles, droites et hautes qui sont tracées, mais on ne va rien retrouver de tout ça. Donc là, je peux parler que par hypothèse, supposition. D'accord. Et donc déjà, avant que ça arrive en Grèce, on avait quand même des méthodes qui étaient efficaces, ou parce que tu nous dis que par exemple ces systèmes de vases en Égypte, bon, ça, c'est plus du chronomètre et voilà. Plus du chronomètre, on peut avoir plusieurs vases à la suite les uns des autres. Leurs cadrans solaires sont pas forcément calculés comme vont l'être les cadrans solaires grecs et romains. C'est plus empirique qu'autre chose. Et servent essentiellement à des besoins rituels et religieux pour l'Égypte. Hein. Je parle vraiment de l'Égypte. On ne gère pas la vie d'une ville par des cadrans solaires. Par contre, on a besoin de gérer les rituels très précis à heure fixe pour telle déesse, pour telle divinité, pour tel moment sacré, ouverture des portes, fermeture des portes de temple, etc. Tout ça a besoin d'être ritualisé et à heure fixe. Donc, cadran solaire et horloge hydraulique assez simple. Et alors comment tout ça a été transmis aux Grecs ? C'est une excellente question. La transmission précise, on n'a pas d'idée, parce qu'on est là au 7e, 6e siècle avant notre ère. Donc on est vraiment dans des périodes où on a peu de sources littéraires, mais des transmissions essentiellement scientifiques. On a bien évidemment, dès le 7e siècle, des contacts très réguliers et fréquents avec l'Égypte, hein, de toute manière, il n'y a aucun problème là-dessus, et même avec la Mésopotamie. Donc, toutes les recherches et toutes les observations d'horoscopes et autres faites en Mésopotamie passent en Grèce par des transmissions scientifiques, mais pas par des objets. Les Grecs vont inventer un type de cadran solaire. Ils vont inventer quelque chose. Il faut peut-être aussi, pour l'auditeur, comprendre là tout de suite qu'est-ce que je veux dire par cadran solaire. Par exemple, qu'est-ce que tu vois quand je parle d'un cadran solaire ? Alors moi, un cadran solaire, pour moi, c'est, je sais pas, genre une plaque, un truc qui sort de la plaque, une graduation à un moment donné, et l'ombre qui se déplace, quoi. Moi, je vois ça. Voilà, ça c'est notre cadran solaire à nous. Ça n'existe pas dans l'Antiquité. Ah mince, ok. Je mens à tantiner. Ça existe, mais c'est super rare. C'est pas du tout le cadran qui est utilisé par le commun des mortels. C'est comme si on avait l'idée d'un cadran hélicoïdal, sphérique, renversé, et là, pour nous, pour dire c'est un cadran solaire. Bah non, en fait, il y en a peut-être qu'un seul qui existe tout le monde. Non, le cadran solaire grec, et ce qui est la spécificité du monde grec, pour le coup, il faut imaginer un cube de pierre qu'on va évider avec une sphère, donc en forme de demi-sphère. Donc vous tronquez votre cube de pierre, vous avez un quart de sphère à l'intérieur, et sur la surface horizontale, vous avez un gnomon. Un gnomon, c'est une tige en bronze, donc qui va sortir horizontalement du bloc de pierre et qui va indiquer sur la courbe créée par le quart de sphère ou la demi-sphère, comme on veut, selon les types de cadrans, qui va indiquer l'heure sur une surface courbe, pas sur une surface plane. Et ça, ce sont les Grecs qui l'inventent dès le IVe siècle avant notre ère, et c'est fondamental parce que vous avez la possibilité, en faisant ça, d'indiquer l'heure du lever du soleil. Quand le soleil se lève, juste avant, il est dans la surface horizontale, donc il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien.
Et dès qu'il se lève, vous avez la première heure qui est notée. À midi, il est au milieu et le coucher du soleil, l'ombre disparaît. Vous ne pouvez pas avoir ça sur un cadran solaire horizontal, plan ou vertical plan. Pas en heure temporaire, on va dire. Hein, c'est ça la grande invention. Et surtout, ce qui est symboliquement intéressant, c'est que vous reproduisez de manière inversée dans une sphère, hein, dans une surface courbe, eh bien, la course apparente du soleil dans le ciel, de manière inversée pour vous. Et voilà, symboliquement, on comprend vraiment les choses. Et c'est ça, on ne sait pas d'où ils l'ont voilà, inventé. C'est d'un seul coup, il y a ça qui arrive au IVe siècle. Enfin, au 5e, 4e. Question pratico-pratique qui est posée dans le chat et que moi je me pose aussi. Un cadran solaire, ça nécessite du soleil. S'il y a trop de nuages ou qui fait nuit, en fait, bon. Oui, c'est la base, hein, quand même. La question, c'est quoi? On fait comment quand il n'y a pas de soleil? Bah ouais. Comment on fait quand il n'y a pas de soleil? Eh ben, on se passe d'heures pendant une partie, si c'est pas vraiment important. Quand on est le propriétaire lambda d'une villa et qu'on a juste un cadran solaire, bon, tant pis pour... Mais on a la possibilité, dès l'Athènes du 4e, du 3e siècle avant notre ère, on a la possibilité d'aller sur l'Agora, ou sur le forum, hein, par la suite, hein, chez les Romains. On a la possibilité d'aller sur l'Agora et d'aller consulter l'horloge hydraulique. Si vous êtes une cité suffisamment importante, Sparte, Athènes et autres, hein, vous n'allez pas avoir ça dans les petites bourgades, une énorme horloge hydraulique qui va vous indiquer l'heure de jour comme de nuit. Parce que c'est ça aussi, vous allez avoir l'heure la nuit. Et ça, il n'y a que l'horloge hydraulique qui peut vous l'apporter. C'est pas l'observation des étoiles qui suffira. D'accord. L'horloge hydraulique, il n'y a pas que des cadrans solaires. Là, je parle des cadrans solaires depuis le début, mais l'horloge hydraulique est quelque chose qui existe dès la plus haute antiquité grecque. Alors, de manière rudimentaire, hein, je parle des horloges hydrauliques égyptiennes qu'on a à 1400 avant notre ère, ça existe. Mais on en a aussi des un peu plus complexes quand même à Athènes, sur l'Agora, qui sont du 4e siècle. Avec des circuits hydrauliques fermés ou il y a un type qui est chargé de remplir le truc? Le nom clepsydre, kleps hydrone, qui garde l'eau, qui coupe l'eau, ça viendrait aussi d'un petit cours d'eau, pardon, sur l'Agora, qui s'appelait la clepsydre et qui alimentait l'horloge hydraulique qui était sur l'Agora. Donc là, on peut avoir des circuits fermés, on peut avoir des circuits ouverts. La plupart du temps, on va avoir des circuits fermés avec un opérateur chargé de remettre l'eau. On a même à Talloires, donc à côté d'Annecy, donc là ça nous parle, nous en France, hein, pour le coup, une inscription qui est du 2e siècle de notre ère et qui nous parle du coût d'une horloge hydraulique installée à Talloires dans la ville avec l'esclave qui est donné pour s'occuper de l'horloge. Parce que l'horloge toute seule, finalement, elle n'a pas trop d'intérêt parce qu'il faut quelqu'un pour s'en occuper. Donc, on a le prix des grilles pour protéger l'horloge, pour éviter que les gens, bien sûr, rentrent. Et puis, on a le prix de l'esclave et on a le prix de l'ensemble qui est donné par un riche citoyen à sa ville. Donc, grand honneur. Ça y est, on va pouvoir avoir l'heure tout au long de la journée. Donc, voilà, ça, c'est une possibilité. Alors, pour revenir au cadran solaire, donc tu nous as détaillé cette forme, effectivement, qu'on n'a pas forcément à l'esprit, nous, contemporains, quand on pense au cadran solaire. Il y en a plein. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est-à-dire qu'on a plusieurs formes de cadran solaire? Oui, on a une grande diversité de formes dans l'Antiquité gréco-romaine. C'est dingo. Alors, la plupart des cadrans ont été inventés par les Grecs, hein. On a ça dès le 3e avant notre ère. La plupart des typologies existent. J'ai recensé un grand nombre de typologies de cadrans solaires, du cadran conique, du cadran sphérique, du cadran plan, du cadran multiface, du cadran portatif, du cadran conique à huton, sphérique à huton. Enfin bref, des choses qui sont parfois d'une grande complexité. Et donc on peut trouver ce genre d'objet un peu partout. Alors, pour être honnête, on va retrouver essentiellement en archéologie des cadrans sphériques, des cadrans hémisphériques
des cadrans coniques. Donc, il faut imaginer qu'à la place d'un sphère, vous avez un cône tronqué. Donc, il faut aussi le calculer, ce cône tronqué avec ses hyperboles et puis le côté géométrique. Et il faut le tailler dans la pierre, dans le marbre. c'est des tours de force géniaux parce qu'ils sont vraiment très, très bien faits, ces cônes. Voilà, on va avoir le conique, le sphérique, l'hémisphérique parce que c'est le plus rapide, le plus simple à faire. Après, les complications, c'est des cadrans de luxe. Le sphérique à Hutton, c'est-à-dire quand vous avez, au lieu d'avoir l'ombre qui vient indiquer l'heure, vous allez avoir un cube de pierre avec une sphère à l'intérieur, mais il y a un toit, il n'est pas creusé à la partie horizontale, vous allez juste avoir un petit trou en haut, et c'est un rayon de lumière qui va passer et qui va indiquer l'heure à l'intérieur de l'ombre de la cavité. Et ça, c'est formidable aussi. Bon, là, c'est du cadran de luxe. Pour le coup, tout le monde ne peut pas se permettre ce genre de choses. Ouais, faut être fort en maths, quoi. Oui. Après, pour bien comprendre et faire les équations, et oui, il faut maîtriser un tout petit peu de trigonométrie sphérique aujourd'hui. Et alors, tu disais qu'il y a différentes formes, mais est-ce qu'il y en a qui ressemblaient un petit peu quand même à ce qu'on a aujourd'hui? Il y a des cadrans muraux ou pas? Oui, il existe des cadrans plans, il existe des cadrans plans horizontaux. Donc, imaginez une plaque de marbre à l'horizontale et des lignes qui sont gravées dessus. Ce cadran-là, il va pas vous indiquer le début de la journée et la fin de la journée parce que l'ombre est immense. Donc, en fait, il n'est pas précis du tout. Donc, il y en a très peu. Bizarrement, nous, on dit quel est l'intérêt, mais on a besoin d'avoir l'heure dès le lever du soleil, dès le coucher du soleil pour border aussi la journée. Donc, ça, il y en a très peu. Et il y existe quelques cadrans verticaux, les plus connus, les plus intéressants, les plus incroyables, sont sur la Tour des Vents à Athènes. Pour les auditeurs qui seraient allés à Athènes, elle existe toujours. C'est un des plus vieux bâtiments de l'Antiquité qui soit arrivé jusqu'à nous. La Tour des Vents, construite par Andronikos de Kyrète, un astronome ingénieur qui a mis à l'intérieur une horloge hydraulique. Et on a des épigrammes à son sujet. On le connaît, cet ingénieur. Et il va construire cette horloge hydraulique avec, cette tour en plein milieu du Forum romain à Athènes, avec des cadrans solaires sur les 8 faces, enfin sur les 9 faces, parce qu'il y avait un réservoir pour l'eau aussi, donc voilà, on va dire sur les 9 faces, mais il y a 8 faces sur l'octogone, bien sûr. Donc 9 cadrans solaires, tous orientés différemment, sud, sud-est, sud-ouest, nord, nord-est, nord-ouest, etc. Ça, c'est un tour de force incroyable pour l'époque. Et évidemment, s'il y en a eu d'autres, les 99,9% des bâtiments antiques en élévation ont disparu. Donc, là, on perd peut-être une partie des informations. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, vous tapez Tour des Vents, comme le vent qui souffle, sur Google, et vous verrez, sur Wikipédia, il y a un article et il y a des photos. C'est magnifique, et comme ça vous donnera une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Alors, ces cadrans, tu nous disais, taillés dans la pierre, de différentes formes, mais comment ils sont fabriqués, justement, ces cadrans? Est-ce que c'est Est-ce qu'on sait si c'est du sur-mesure à chaque fois? Est-ce que il y a une production industrielle ou pas? Tu vois, à qui on confie? Parce qu'on imagine que tu as des mathématiciens qui doivent bosser sur le fonctionnement, mais après, comment ils délèguent aussi, tu vois? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Alors, pas forcément beaucoup d'infos, et ça dépend des périodes et des aires géographiques. Si on commence, on va dire, toujours chez les Grecs, la pleine période classique, avec des astronomes et des mathématiciens qui vont calculer. Le cadran solaire, même dans l'Antiquité, ne peut fonctionner que sur un lieu précis, une latitude donnée. Si vous prenez un cadran, il y a des tas d'anecdotes à ce sujet sur les Romains qui sont réellement des pieds à ce sujet-là. Enfin bon, moi j'y reviendrai après, mais et calculer pour une latitude, pour une ville, si vous le prenez parce que vous êtes un Romain et que vous avez pillé une ville et que vous le ramenez chez vous, à Rome, il va plus être juste. Alors bon, ça c'est une anecdote de Pline qui nous dit les Romains ils sont allés à Catane et ils ont piqué le cadran solaire là-bas puis ils l'ont emmené, c'était le premier cadran solaire qu'on a eu à Rome en 263 avant notre ère. Ok, d'accord. Et Pline s'amuse en disant on était tellement nuls à l'époque qu'on s'est pas rendu compte que le cadran était faux. Bon, il exagère un tout petit peu Pline quand il fait ça parce que oui, le cadran n'était plus correct, mais personne ne pouvait le voir. C'était impossible à détecter. Lui il le sait parce que intellectuellement il a compris qu'il ne pouvait pas indiquer la bonne heure
Mais il marchait quand même, il indiquait l'heure. Et il avait 15 minutes de retard à certains moments de l'année, et c'était pas tout le temps. Donc bon, Pline, il est trop content de montrer qu'il a dû savoir, mais pour la plupart des gens, ça change rien. Mais quand même, si vous prenez un cadran solaire en Espagne et que vous l'amenez en Bulgarie, clairement, vous allez aussi avoir un problème. Si vous prenez un cadran en Angleterre et que vous l'amenez en Égypte, clairement, vous allez avoir un problème. Vous n'êtes pas du tout... là, sur la même latitude. La longitude ne changera rien, mais pour la latitude, c'est fondamental. Il est calculé pour le lieu exact où vous le placez. Et en plus, il doit être orienté parfaitement nord-sud. Parfaitement. La boussole n'existe pas, et de toute manière, ça n'aurait servi à rien, parce que la boussole vous donne le nord-sud magnétique, et pas géographique. Donc, il faut avoir au préalable aligner vos points cardinaux est, ouest, nord, sud. Bon, les Romains savent très bien le faire. Hein. Le cardo décumanus, ça vous parle normalement. Et les Grecs aussi savent très bien le faire. Donc, mais ça, c'est fondamental. Si vous décalez de quelques degrés votre cadran solaire, il va être complètement faux. Et ça, vous le verrez, parce que il va indiquer le lever du soleil, pas du tout quand le soleil s'est levé sur le cadran. Et c'est pour ça que les cadrans sont en marbre, sont en pierre lourde, sont assez difficiles à bouger. Parce que si vous donnez un coup d'épaule dedans, il est complètement faux. Et tu nous as parlé tout à l'heure de cadrans portatifs, ou c'est moi qui ai halluciné? Non, c'est moi, c'est bien moi qui ai parlé des cadrans portatifs. Il existe des cadrans portatifs de voyage. C'est quelque chose d'incroyable pour l'Antiquité. On pouvait emporter l'heure dans sa poche. Pour dire à quel point c'est important, quand même. Si on en vient à inventer des cadrans portables, c'est qu'il y a un réel besoin ou une envie de posséder le temps, de posséder le monde, parce que vous avez des cadrans solaires très très complexes que vous pouvez prendre avec vous, avec des tables des petits. C'est comme vous voyez les piluliers. Un pilulier grand-mère pour mettre les pilules à l'intérieur. Vous prenez un pilulier, vous l'ouvrez, c'est une boîte cylindrique, et vous allez avoir à l'intérieur un petit ergot au milieu pour insérer des disques que vous allez changer en fonction du lieu où vous vous trouvez. Si vous êtes en Égypte, si vous êtes en Angleterre, si vous êtes en Gaule, si vous êtes en Espagne, si vous êtes à Constantinople, enfin pas Constantinople parce que c'est bien après, mais à Byzance, et ben ça va vous donner l'heure en fonction du lieu où vous êtes. Et vous changez juste le disque et vous allez pouvoir avoir l'heure par des moyens différents. Soit c'est un petit gnomon, une petite tige rétractable, soit c'est un trou qui est dans la tranche du pilulier et qui fait passer un rayon de soleil sur une réglette à l'intérieur que vous allez avoir calé en fonction du lieu où vous vous trouvez. Ça, c'est pour les plus compliqués. Vous avez des anneaux astronomiques. Il y a un très très bon article là, dans Almageste sur l'anneau astronomique de Philippe. C'est un truc dingo avec des cercles concentriques que vous dépliez pour former une sorte de sphère en armière. Pour ceux qui voient un peu une sphère armière, ce que c'est magnifique. C'est comme une sphère mais évidée avec que des cercles en métal, et vous allez pouvoir avoir l'heure toute la journée, et ça vous le réglez aussi en latitude comme vous voulez. Et on a les latitudes qui sont inscrites sur certains cadrans portatifs à l'arrière. Rome, tant de latitude. Byzance, tant de latitude, etc., etc., etc. Vous vous rendez compte aussi de la puissance aussi intellectuelle qu'il y a derrière, et aussi d'une sorte de puissance militaire ou de puissance hégémonique. Vous avez l'ensemble de l'Empire romain qui est à l'heure de Rome aussi. Alors tout le monde n'est pas à l'heure de Rome, mais c'est Rome qui diffuse et qui envoie ces marchands, qui envoient ces gens qui ont besoin d'avoir un cadran solaire dans leur poche. Il y en a des plus simples. Hein. Là, je vous parle des plus compliqués, des plus incroyables, mais il y a des choses un peu plus simples. Et donc, oui, mais dans tous les cas, ça reste pas un truc ultra accessible, quoi. Non, non. Enfin, non, logiquement, non. C'est des cadrans en bronze, c'est des cadrans ciselés, des cadrans vraiment très très jolis. Mais il y a aussi des petits cadrans de hauteur. Des cadrans de hauteur en os. On a retrouvé à Amiens, par exemple, dans une tombe. Il y avait certainement un médecin, parce qu'il y avait des tas d'outils de médecine, et il avait un petit cadran solaire dans la tombe, en os, qui était avec lui. Alors, voilà, pourquoi avait-il ça? Ça fait partie des gens fortunés, hein, aussi.
Et tout le monde n'a pas accès à ce genre de choses. Fallait qu'il calcule le temps de la consulte, c'est pour ça. On calcule le pouls avec des clepsydres. Hein. Déjà, Galien parle de temps d'heures, pas d'heures, mais de minutes. On parlait tout à l'heure de la minute, j'ai pas répondu, mais Galien sait utiliser une clepsydre pour le pouls d'un patient. Oui, parce qu'effectivement, oui, il faut compter, oui. Et ouais, il le marque et il note. On a des informations là-dessus. Donc on connaît la minute et en latin un scrupulus. La minute, un scrupule. Voilà, c'est presque rien parce qu'on l'utilise pas dans la vie de tous les jours. La minute n'est pas utilisée. Quand on dit tu viendras à la 3e heure, oui, bon, bah clairement on a 40 minutes de battement pour arriver. Hein. Je veux dire, c'est pas oui bon. Vers la 3e heure. Souvent, c'est écrit comme ça dans les textes. Oui, on a commencé à partir de la 8e heure, où les termes vont ouvrir entre la 8e et la 9e. Oui, c'est pas très, très précis quand même. Mais voilà, ça donne une indication. Bon, alors, j'ai perdu tout le monde en parlant de 8e heure, de 9e heure et de 3e heure, non? Non, mais moi, ça me plaît bien comme philosophie. Moins de stress, en vrai, de se dire que t'es à la bourre. Pour arriver au rendez-vous, c'est vachement bien. Il y a un texte de Lucien Samazot qui parle de missile à un pauvre cordonnier qui est invité par un très très riche marchand, vraiment très très riche, à un banquet. Et en fait, il est invité parce qu'il y a un convive qui est malade et ça porte malheur de ne pas avoir le bon nombre de personnes. Donc, en dépannage, le riche marchand il dit tiens, t'es mon cordonnier, tu veux bien venir parce que sinon je vais avoir la poisse. Et donc il lui dit tu viendras au banquet entre la 3e et la 4e heure. Point. Et là, t'as le pauvre missile là qui se dit mais quelle heure je dois venir bon alors je suppose que je dois avoir pris mon bain à telle heure, donc si j'ai pris mon bain à telle heure, je dois commencer à mettre mes sandales à telle heure et vite je vais courir parce que je vais être en retard à mon banquet, mais je sais pas exactement quand est-ce que je vais devoir y aller. Et ça c'est écrit dans un texte de Lucien de Samosate au 2e siècle de notre ère. C'est super marrant à lire. Enfin, moi, je trouve ça marrant à lire. Parce que tu sens toute la détresse de ce pauvre type qui dit qu'il a été invité, il doit pas rater ça. C'est génial, mais bon, c'est pas très précis quand même. C'est quoi la différence entre un cadran solaire et une méridienne? Tu nous en as parlé un peu pendant le pré-entretien. Le cadran solaire va vous donner l'heure du lever du soleil au coucher du soleil. La méridienne vous donne midi. Mais avant que j'aille plus avant dans cette distinction, il faut quand même que j'explique un peu ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la 3e heure. Le cadran solaire gréco-romain vous donne des heures temporaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elles n'ont pas toutes la même durée tout au long de la journée, et tout au long de la journée, tout au long de l'année, pardon, elles n'ont pas la même durée. Et vous commencez donc, lever du soleil, ça serait quelle heure pour vous? Ouais, ça dépend effectivement. Moi, c'est 7 heures du mat, quoi. Oui, alors oui, pour vous, ça dépend de l'année. Mais comment on l'appelle dans l'Antiquité? L'heure des poules, je sais pas. C'est la première heure. La prima. C'est la première heure. C'est l'heure du lever du soleil toute l'année. Ça changera pas. Donc, comment s'appelle midi? Je sais pas, l'heure du milieu. Bah oui. C'est la 6e heure. D'accord. Et le coucher du soleil. Donc la 12e. Okay. Vous n'avez que 12 heures. Vous divisez en 12 jours, nuit. Et donc, première heure, 2e heure. Quand je dis la 3e heure, donc faut imaginer ce que ça veut dire. Vu que la 6e, c'est forcément midi solaire, hein, midi solaire, vous êtes autour de 9 heures pour la 3e heure. Quand je dis 3e heure, c'est pas 3 heures de l'après-midi. C'est pour ça que c'est important. Donc, une méridienne vous donne la 6e heure. D'accord. C'est important. Ça donne le laps de temps entre la 5e et la 7e. Et ça va juste donner midi solaire. Vrai. Pour le lieu où vous êtes. Une méridienne, elle va être calculée aussi pour le lieu où vous vous trouvez. Et il y a aussi des méridiennes qui existent dans l'Antiquité. Il n'y en a pas des masses, on n'en a pas retrouvé des masses. Et la plus connue, la plus importante, la plus fantasmagorique aussi, puisqu'elle a été complètement fantasmée, c'est la méridienne d'Auguste. Parlons-en. Parlons-en de cette méridienne d'Auguste qui se trouvait à Rome, qui a été bien sûr commandée donc, par Auguste, que tout le monde connaît, j'imagine, quand même, ce premier empereur romain, qui va commander à Faconius Novius, un mathématicien complètement inconnu et perdu de vue, une grande méridienne sur le champ de Mars qui va indiquer midi, mais pas que midi, en indiquant sur une grande ligne, c'est sur une ligne de plusieurs dizaines de mètres de longueur. Faut imaginer un truc immense, hein, avec comme tige un obélisque.
pour pouvoir fonctionner. Oui, bah oui, carrément. Un obélisque ramené d'Égypte qu'on va faire surmonter d'une boule de la bonne hauteur pour donner l'ombre correctement sur la ligne, et une ligne donc de plusieurs dizaines de mètres de longueur qui va vous indiquer les mois de l'année, les solstices, les équinoxes. Sur cette grande ligne graduée, donc une ligne sur une grande ligne en marbre graduée avec des réglettes en bronze. L'effet devait être quand même assez sympa. Mais pourquoi Auguste fait ça? Pour dire, on va utiliser le calendrier de Jules César, mon père adoptif, et son calendrier était juste. Il a rétabli le calendrier. Calendrier julien, ça vous parle? Vous en avez peut-être parlé, je crois, à un moment donné dans une émission, voilà, de tout ça. Et il va juste dire, vous n'êtes pas d'accord, les pontifes n'étaient pas d'accord, tout le monde a critiqué ça parce que forcément, les pontifes sont pas d'accord quand on touche au calendrier et aux fêtes religieuses, et puis quand on remet les mois à leur bonne place. Mais il a dit, je vais vous prouver que Jules César avait raison. Au moment de l'équinoxe, l'ombre va tomber sur la réglette de l'équinoxe. Et au moment des solstices, ça va tomber sur les solstices. Ce qui était extrêmement dur à calculer, les solstices dans l'Antiquité. Donc c'est un moyen aussi idéologique. C'est pas pour donner l'heure à la population qui fait cette immense méridienne avec un obélisque, des trucs de plusieurs dizaines de mètres de long. Voilà. Non, c'est je vous prouve que mon père adoptif avait raison et que mon calendrier est le bon et que vous suivrez mon calendrier et les fêtes religieuses de mon père adoptif. Même si c'est pas Jules César qui l'a calculé, bien évidemment. Mais juste, il a essayé de remettre un peu les choses à l'heure. Mais il existe d'autres méridiennes qui vont vous indiquer les signes du zodiaque. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à Rome, tout était écrit en grec. Langue de la science, alphabet des lettrés. Tout ce qui est scientifique est écrit en grec. On a des tas de cadences solaires du 2e siècle de notre ère qui sont à Rome ou dans l'Empire écrits en grec. Toujours écrit en grec, pratiquement jamais en latin. J'aimerais juste qu'on revienne 2 petites secondes sur la méridienne d'Auguste, parce que en fait tu me disais à l'instant que ça a été largement fantasmé, mais j'ai pas compris en fait la nature du fantasme. Je l'ai pas dit, pardon. Parce que la méridienne d'Auguste, on la connaissait que par un texte de Pline, qui nous dit, Auguste a créé une immense... il dit pas une méridienne, il a créé... un immense instrument pour j'ai plus le texte là en tête, donc bref. Et un archéologue allemand, Edmund Buchner, en 1976, a émis une théorie selon laquelle il y avait un immense cadran solaire sur le champ de Mars qui donnait l'heure toute l'année, aussi grand qu'un terrain de foot, et l'ombre se levait sur le champ de Mars, et à l'anniversaire d'Auguste, de la naissance d'Auguste, elle pointait vers l'Arapakis, l'autel de la paix, qui a été aussi édifié par Auguste, pour montrer idéologiquement que Auguste était né pour apporter la paix sur le monde, et que c'était, voilà. Et tout un système de symbolique très complexe, avec des notions astronomiques et autres. Et il a dit, maintenant que j'ai cette théorie, en 1976, je vais aller chercher cette horloge, et il va faire des sondages sur le champ de Mars, et bingo, il va tomber sur une ligne avec des graduations en bronze à 10 mètres sous le sol, et il va dire, j'ai trouvé l'horloge d'Auguste, Horologium Augusti, horologium, horloge. Et il va aller faire des sondages un peu partout ailleurs aussi, parce que bien sûr, il a trouvé un point, mais pas les autres, et tous les autres sondages se révèlent négatifs. Tous. Aucun positif sur l'ensemble de l'emprise qu'il imaginait. Mais il va quand même dire, oui, c'est pas grave, ça a dû disparaître, il y avait une horloge, point. 1980, il écrit son livre, il y avait une horloge. Et pendant 30 ans, on va parler de l'horloge d'Auguste. Sans jamais remettre en question, le texte de Pline qui parle jamais d'horloge, jamais, qui décrit une méridienne, et sans jamais remettre en question les données archéologiques non plus, parce que Buchner n'a jamais trouvé d'horloge, il a juste trouvé une ligne méridienne, c'était la ligne de 6 heures, la ligne de midi. Ça, il le dit bien. Oui, j'ai trouvé au plein milieu, j'ai trouvé la ligne de midi. Mais les méridiennes n'existent pas dans l'Antiquité. Il l'écrit textuellement en allemand. Les méridiennes n'existent pas dans l'Antiquité, en contradiction totale avec tous les textes antiques qui parlent de méridiennes, qui donnent le nom de la méridienne, et en contradiction totale avec les pièces archéologiques trouvées à Samos, trouvées ailleurs, qui sont des méridiennes. Clairement, où il n'y a qu'une ligne sur un cadran solaire en marbre du 3e siècle avant notre ère. Donc, il y avait un peu de mauvaise foi, c'est-à-dire que ma théorie était la bonne, j'ai eu une bonne idée, et je ne veux absolument pas, je veux pas remettre en cause ma théorie face à la réalité archéologique, textuelle et autres.
Et ça, voilà, ça a été démonté dans les années 2010, 2013, 2015. Et ça y est, aujourd'hui, dans la communauté scientifique, on ne parle plus de l'horloge d'Auguste. C'est terminé. On parle de la méridienne d'Auguste. Et cette méridienne, on sait qu'elle fonctionnait correctement ou Alors, pas Pline nous dit, voilà, encore une fois, et Pline, qui, ouais, c'est pas bien longtemps après Auguste, elle nous dit qu'à son époque, elle ne fonctionne déjà plus, soit parce que le tibre est remonté de trop et les eaux ont abîmé le pavage et ont déchaussé les pierres et l'ont, soit parce que l'obélisque est trop lourd et s'est affaissé dans le sol et ne donnait plus l'heure. Voilà ce qu'il nous dit. Le problème, c'est que nous, on n'a pas fait depuis plus de fouilles, donc on n'a que un sondage de 1 mètre sur 2 mètres à 10 mètres sous le sol pour nous donner le pavage, et que l'obélisque a bien évidemment disparu. Il a été déplacé sur la piazza, j'ai plus le nom de la place, mais sur une place à Rome depuis bien longtemps, et donc on ne sait pas à quel point elle était juste ou pas. Il faudrait complètement excaver le centre historique de Rome sur 20 mètres de long, ce qui est pas trop possible, je pense, pour aller retrouver cette méridienne. Mais bon, ouais, clairement, dans les fouilles, en tout cas, les données de fouilles de Buchner, qui, elles, sont correctes, il a fouillé correctement, on voit plusieurs niveaux de sol, et apparemment, elle aurait été remontée sous Adrien. Adrien aurait remonté le pavage pour le rendre de nouveau accessible. Et toi, tu as participé à débunker, à casser ce cliché de l'horloge d'Auguste ou... Oui, moi, je ne vais pas me jeter les fleurs ou autre. Je ne sais pas à quel point j'étais le premier. En tout cas, j'étais peut-être le premier à commencer à travailler dessus et à me dire ça pue, ça marche pas. Le problème, c'est que j'ai pas de mérite. J'avais toutes les sources, moi, sous les yeux, et je travaillais depuis plusieurs années sur les cadrans solaires. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Là, il y a un truc qui merde. Enfin, c'est juste pas possible. Et de manière un peu coordonnée avec d'autres, moi j'ai publié ma thèse, et peu de temps après, 3-4 ans après, il y a eu des articles qui sont sortis un peu partout et qui ont repris voilà les idées, et en montrant un peu plus précisément que moi que c'était pas possible. Moi je l'ai juste fait d'un point de vue textuel ou technique, en disant de toute manière il y a des méridiennes, ce qu'on a là c'est une méridienne, et le texte de Pline est clairement une description d'une méridienne. Et après, tous les autres ont repris les données de fouille, ont été recherchés dans les classeurs, ont été recherchés, enfin voilà, toutes les informations, et ont débunké complètement le truc. Bon, voilà, je suis pas le premier, mais presque. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ta discipline, ça demande à avoir à la fois cette compétence de méthodologie, en fait, mais je veux dire historique, et en même temps d'avoir des compétences techniques assez solides, quoi, pour identifier les problèmes. Oui, mathématiques, astronomiques, de phénomènes célestes basiques, moi je vais dire basiques, mais voilà, ça peut faire peur à d'autres, mais des choses simples, et d'allier ça à une bonne technique aussi en épigraphie, de savoir lire en grec et en latin toutes les occurrences d'un mot ou de plusieurs centaines de mots autour de la mesure du temps, et en iconographie d'aller repérer un cadran solaire qui ressemble juste à une grosse crotte et que personne n'a jamais vu avant. Parce que réellement c'est ça, je suis un peu brut de décoffrage, mais il y a des cadrans solaires en iconographie qui ressemblent à rien, c'est un pâté avec une tige au fond. Et évidemment personne ne l'a jamais vu. Donc voilà, ça demande des compétences très très vastes. Et aussi en mathématiques. Y a pas vu qu'on est un peu dans les trucs où voilà, on sait pas trop ce que c'est, on débunk tout ça. Récemment, je crois que tu as fait un article sur un présumé cadran solaire antique en Turquie, qui finalement en est pas un. Oui, ça c'est marrant, ça a été publié dans Almagest là, cette année. J'ai une étude que j'ai fait avec Denis Savoie, qui est un historien des sciences remarquable, qui a des compétences incroyables. Et quand j'avais fait ma thèse en 2013, j'étais tombé sur ce caillou, cette grosse pierre parallélépipède avec une demi-sphère à l'intérieur et des lignes toutes tracées à l'intérieur. Donc voilà, je le regarde un peu de plus près. Tout le monde dit voilà, le cadran solaire de Saint-Irénée à Istanbul. Mais oui, bon, ça marche pas. Je sais pas ce que c'est. Bon, je le mets dans la catégorie cadran problématique. J'avais des tas de trucs comme ça. Les archéologues avaient trouvé un bout de caillou avec des lignes et puis c'est un cadran solaire. Et en fait non, il y en a plein. Je dis non, ça c'est pas un cadran solaire, ça c'en est pas. Ça c'est un morceau de décoration. Et ça je savais pas. Et j'avais dit à Denis Savoie, ça, quand j'aurai fini ma thèse, ce serait bien qu'on s'y mette, parce que
il y a quelque chose qui cloche. Il y a plein de lignes, toutes identiques, toutes tracées à l'intérieur, vraiment incroyable, avec des morceaux de tige en bronze qui sortaient du parallélépipède. Et on a pu faire l'étude seulement, 10 ans après. Hein, des fois, c'est du temps long, la recherche, avec des photos précises prises à Istanbul. Et il s'avère que c'est pas du tout un cadran solaire. Par contre, je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Il y a des tiges filetées qui sortent de la pierre et toutes les lignes à l'intérieur sont des lignes. Il y en a plus de 30 ou 36, donc clairement ça ne peut pas être un cadran solaire. Il n'y a que 12 lignes dans un cadran solaire antique et elles sont toutes ultra régulières. Donc j'ai fait appel à un tribologue, quelqu'un qui étudie les traces d'outils et qui m'a dit clairement là tes traces d'outils sur l'objet c'est 19e ou 20e, on peut pas atteindre une telle précision avant le 19e siècle. Bon voilà, on sait que c'est pas un cadran solaire, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas un cadran solaire et c'est récent. Et ça a demandé des années, entre les photos, les recherches tribologiques, les analyses, puis comprendre le bloc, c'est plusieurs années pour comprendre que c'est pas du tout un cadran solaire. Peut-être qu'il voulait être plus précis, en fait, que diviseur 12. L'avantage d'avoir Monsieur Savoie qui travaillait avec moi, c'est comme c'est un astronome et qu'il est capable de faire des calculs extrêmement poussés, il a essayé de chercher justement est-ce que oui ou non, avec ces lignes-là, on peut donner l'heure. En cherchant toutes les possibilités mathématiques, techniques, de gnomons exportés, de trucs qui sont suspendus par des fils de fer. Non, impossible. Dans toutes les configurations, c'est impossible de donner l'heure avec ça. Alors, on a... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je suis pas assez compétent pour aller chercher vraiment le côté mathématique précis. Et là, je m'associe à des personnes compétentes pour ça. On s'intéressait à l'aspect technique de cette mesure du temps. Donc, on a vu le pourquoi du comment. Mais dans la vie de tous les jours, à Rome, est-ce qu'on trouvait des cadrans solaires plutôt en ville ou on en trouvait aussi à la campagne? Comment ça se passait en fait? Alors on va trouver des cadrans solaires essentiellement en ville. Alors il y a le cadran solaire public, mais si vous voulez, je vais plutôt parler de Pompéi à la limite parce que Rome, l'inconvénient c'est qu'on n'a pas forcément toutes les données. Pompéi, on n'a pas toutes les données, tout n'a pas été fouillé bien sûr, mais Pompéi, on a quand même pas mal de données existantes et on a retrouvé plus de 49 cadrans solaires. Donc c'est quand même pas mal. Pompéi, c'est une toute petite ville sympathique, agréable à vivre, au bord de la mer avec du bon vin, mais pour le coup, c'est pas Rome. Il y en a des tas de villes comme Pompéi. 49 cadrans solaires retrouvés, donc on peut imaginer une centaine en réalité, avec toute la surface de la ville. Et vous allez avoir une disproportion importante et étonnante entre le privé et le public. Il y a énormément de cadrans solaires en fait qui se trouvent dans les parties privées, dans les jardins, dans les péristyles des villas cossues de Pompéi, et bien peu, c'est une dizaine dans la partie publique, forum, thermes, temple. Donc ça, ce sont des cadrans qui ont été payés par des édiles, par des gens qui ont fait qui ont offert à la cité un cadran solaire, mais il n'y en a pas des masses. Ce sont des cadrans de référence ou voulus comme étant de référence. C'est vrai que souvent, ils sont de bien meilleure qualité que le cadran que se paye le riche citoyen qui se fait parfois un petit peu avoir par l'artisan parce qu'il achète un cadran solaire qu'il croit être précis et en réalité c'est une belle daube parce que le cadran est complètement faux, mal tracé, avec des courbes de déclinaison qui n'ont même pas été comprises par l'artisan, donc ça c'est assez marrant a posteriori pour nous de se dire qu'il a acheté quelque chose qui fonctionne pas ou qui est pas bon, mais il y a 3/4 des cadrans qui sont privés et 1/4 qui sont publics. Donc un besoin fondamental d'avoir l'heure chez soi. Ou alors là, j'arrive pas à préciser un peu la réalité. Besoin précis d'avoir l'heure chez soi ou besoin précis de ne pas avoir envoyé son esclave chercher l'heure sur le forum parce que c'est loin et privilège de dire moi j'ai l'heure chez moi. Il y a ça aussi. Il n'y a pas qu'un côté instrument technique. Le cadran solaire, c'est un instrument social, c'est un instrument symbolique. C'est pas anodin du tout et c'est pas anodin quand on fait, Il y a le copain David Castello-Lopez qui est humoriste, journaliste, tout ça, qui qualifierait ça en fait de bien positionnel en fait.
C'est-à-dire, c'est un bien qui te permet, comme une montre en fait, de dire à tout le monde, regardez, j'ai des thunes. Exactement ça, mais ça va même plus loin. Vous allez avoir en Bétique, donc Espagne, des citoyens romains, quand on regarde leur nom, ils étaient tous pas du tout citoyens romains il y a quelques mois ou années, et ils vont offrir un canon solaire à la ville pour mettre la ville à l'heure de Rome. Mais c'est super fort comme truc. Et pareil à Pompéi ou ailleurs. Oui, j'ai l'heure. Mais il faut que je raconte un petit truc sur Trimalchion, et justement cet objet de positionnement. On a le Satyricon de Pétrone, ça vous parle peut-être. Un ouvrage qui raconte les aventures d'un affranchi Trimalchion. Et Trimalchion, à un moment donné, pense à sa mort, et il imagine son tombeau, et il dit à tout le monde, et je voudrais que sur mon tombeau, il y ait un immense canon solaire qui soit placé pour que quiconque soit bon gré, mal gré, obligé de lire mon nom en regardant l'heure sur le canon solaire. Si ça, c'est pas un peu mégalomaniaque, c'est marrant, mais alors ça, c'est de la littérature. Ok, peut-être que Pétrone va exagérer un peu le truc, et puis il détonne, hein, bien sûr, avec Trimalchion, qui est un nouveau riche parvenu, voilà. Mais en réalité, en archéologie, on a retrouvé des canons solaires dans les cimetières, sur les tombes. C'est pas une blague, en fait. Et on a même une épigramme, donc un court poème qui a été écrit en grec par Kydramias pour son épouse, et qui fait parler un canon solaire, et on a retrouvé le canon solaire, et qui dit voilà, Kydramias m'a fait faire pour que j'indique de combien de temps l'heure s'est écoulée depuis le lever du soleil, blablabla, pense à moi, Kydramias qui a fait ça pour son épouse, en clair, pense à moi qui ai payé le canon solaire pour mon épouse, mais pas pense à mon épouse. Et il y a aussi un côté très, très marrant dans cet épigramme, et qui dit, et toi, passant qui lit l'heure, souviens-toi de moi qui ai payé un monument pour ma femme. Mais voilà, ça c'est marrant, c'est un petit peu quand même, c'est un peu du monde. Mais ce qui est rigolo, c'est que la réalité, c'est que les nécropoles dans l'Antiquité sont sur les routes, le long des voies de communication. Il n'y a pas une grille avec un mur d'enceinte et plein de tombes au milieu. Non, toutes les tombes sont, voilà, la Via Appia, ça vous parle. Toutes les tombes sont le long des routes. Donc le voyageur, et sur les routes les plus importantes, hein, les plus empruntées, le voyageur, quand il va d'une ville à une autre, il emprunte forcément ses routes, et à un moment donné, le voyageur, s'il n'a pas d'horloge portative, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir l'heure sur un cadran solaire. Et pourquoi l'objet de positionnement, c'est génial comme idée, parce que pourquoi on va mettre une horloge sur une tombe? Tout simplement pour attirer le voyageur, pour l'attirer comme on attire une mouche avec du vinaigre, qui va se dire cool, je vais pouvoir savoir depuis combien de temps je suis parti, à quel moment je vais arriver à ma destination, ou est-ce que le point de relais va être fermé ou pas pour changer mes chevaux ou pas, parce que je sais pas, j'ai pas emporté l'heure. Donc cool, il y a un cadran solaire, et en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On lit l'inscription et on se rappelle le nom du défunt. Et prononcer le nom du défunt, c'est le faire vivre à nouveau. Ça, c'est fondamental dans l'Antiquité. Donc le canon solaire, il est là pour ça. Enfin, c'est incroyable. Et il y en a plein. On a retrouvé vraiment des dizaines de canons solaires dans les nécropoles. Et de se dire qu'il y en avait bien plus, parce que les nécropoles ont été pillées. Donc le canon solaire, avec son gnomon, sa tige en bronze, c'est le premier à avoir été un peu éclaté en morceaux pour récupérer le morceau. Oui, donc ça c'est important. Et donc voilà, j'aime beaucoup cet épigramme, et c'est ce côté objet de positionnement social. Voyez qui je suis, voyez ce que j'ai. C'est très marrant. Ça va pas trop changer avec aujourd'hui. Hein. Non, parce que effectivement, les montres, c'est pareil. Quand t'as les thunes de mettre, je sais pas combien de dizaines de milliers dans une Rolex, tu la montres en fait. Hein. C'est ça, mais parce que ça a toujours été un objet symbolique. Pas n'importe lequel. C'est l'heure. C'est le temps, c'est la maîtrise, la maîtrise de plein de choses, la maîtrise des hommes. Hein. Et quand on maîtrise le temps, comme Auguste avec son immense méridienne en plein milieu de Rome, c'est « je vous maîtrise tous ». Il y a un côté marrant avec l'objet, mais il n'y a pas que un côté marrant. Nous, on trouve ça assez facile et assez classique, on a tous des horloges chez nous, mais quand il n'y avait pas de référence à l'époque, non, c'est qui mesure, qui maîtrise le temps, maîtrise les hommes et maîtrise le monde. Et alors tu nous disais donc qu'il y avait des dans les endroits publics, il y en avait moins, mais à des endroits très spécifiques du coup. Stratégique, oui, exactement. Il se trouvait toujours sur le forum, par exemple, le lieu
le lieu où tout le monde va se retrouver et se trouver sur les termes, dans les termes publics, bien évidemment, où vous allez avoir les heures, besoin d'avoir les heures pour l'ouverture, la fermeture des termes. Vous allez en trouver devant les temples aussi, parce que c'est un lieu de rassemblement. Voilà, des lieux très, 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 très précis. Et le forum, c'est aussi le lieu du tribunal. Oui, j'allais y venir parce que du coup, on parlait de l'usage du temps dans différents domaines. On pourrait parler de l'administratif, du judiciaire, du religieux, du militaire. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça, justement, de pourquoi on avait besoin de mesurer le temps dans ces différents domaines-là? Ça, c'est important, effectivement. Les basiliques vont ouvrir à certaines heures. Donc, pour les tribunaux, quand je parle des basiliques, c'est aussi le lieu de... Voilà, on va plaider. Vont ouvrir à certaines heures, vont fermer à certaines heures. Il y a des plaidoiries qui se font que le matin, jamais l'après-midi, et qui vont durer plusieurs heures. Cicéron s'amuse à un moment donné à dire mais regarde là tous ces juges qui bâillent, qui s'ennuient, qui parlent entre eux et qui envoient un esclave pour aller chercher l'heure sur l'horloge du forum. Du genre... Bon, c'est bientôt fini là, on commence à en avoir marre. C'est comme des gosses qui en peuvent plus, mais c'est exactement ça. Il nous le décrit très, très littéralement. Et ça, c'est marrant parce que voilà, on va aller chercher l'heure. Il est quelle heure là? Bon. Et vous allez avoir les termes qui vont ouvrir pour les malades. Adrien fait des décrets pour ça. Quand les gens sont malades, ils peuvent aller au terme de telle heure à telle heure. Quand vous êtes dans une petite cité et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, vous n'allez pas avoir des termes mixtes. Séparés. Vous allez avoir des termes mixtes. Donc, il y a des règlements et des tables qu'on a retrouvées qui nous disent, en Espagne, par exemple, il y a des établissements de bains où les femmes sont admises de telle heure à telle heure et les hommes sont admis de telle heure à telle heure. Pour séparer, justement, hommes, femmes. Et il n'y a que l'heure qui permet de le faire. Et tout est écrit. Et c'est marrant parce que il y a même des tables de bain, donc d'établissements de bain, où vous avez les hommes sont de blanc à blanc, les femmes de blanc à blanc. En fait, c'est juste pour pouvoir changer l'heure en été et en hiver. Mmh. Mais pour pouvoir adapter en fonction de l'heure qui est pas de la même durée en été et en hiver. Et le soleil surtout qui se lève pas à la même et qui se couche pas à la même heure. Ça c'est rigolo parce qu'ils ont tout gravé, mais ils ont laissé en blanc les heures comme ça. Hop, on peut les changer, on les peint. Voilà, ça fait partie des choses. Les mariages, c'est pareil. On a des mariages qui sont prévus. On a eu là c'est grâce à des morceaux de papyrus, des papyrus qu'on a retrouvés en Égypte, qui ont servi après sur des momies à emballer, à être utilisés dans l'embaumement et dans l'élément funéraire de la personne. Et on a retrouvé des tas de papyrus qui nous disent et qui nous donnent des trucs vraiment factuels le mariage d'un tel est prévu de telle heure à telle heure. Tu es invité au banquet en l'honneur de machin de telle heure à telle heure. Donc, du document privé qui ne survit jamais normalement et qui viennent éclairer, en fait, cette vie privée, cette vie où l'heure a une réelle fonction dans la vie de tous les jours de tous ces gens. Et ça, c'est incroyable aussi. Pour le coup, parce que on imagine que si on a ça en Égypte, on avait ça partout, sur des morceaux de papyrus, mais qu'on a perdu. On a tout perdu. Niveau religieux? Alors, niveau religieux, ça c'est assez compliqué. J'ai un peu étudié ça. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas réellement de besoin, en tout cas à Rome, de cadre solaire pour le religieux. Bien sûr, il y a des horloges en face du temple, il y a des horloges qui sont dédiées à une divinité, Apollon, bon, évidemment, d'autres horloges qui vont être dédiées à d'autres dieux, mais pour le service religieux, pas à Rome et dans l'Empire romain et chez les Grecs notamment aussi, pas de besoin rituel, contrairement aux Égyptiens. Mais à mon avis, on ouvre les portes du temple quand le soleil se lève, point, il n'y a pas besoin d'horloge pour ça, et on les ferme quand le soleil se couche, et il n'y a pas besoin d'horloge pour ça. Et ça suffit amplement. Il n'y a pas de texte qui nous parle précisément d'un besoin d'heures pour les divinités.
Et le militaire alors, parce que quand on regarde un film aujourd'hui et que on veut incarner un militaire, il peut y avoir un béret, un flingue, mais souvent il y a aussi une phrase, c'est rendez-vous à 8h00. Tu vois, enfin la temporalité c'est très important. Donc pour le militaire à l'époque, est-ce qu'il y a du cadran solaire? Oui et non. Ça c'est pareil, ça va être difficile. On a peu de traces archéologiques. Sur les opérations militaires ou de ce qu'ils emportaient. On sait par contre que Jules César, quand il va aller envahir la Bretagne, l'Angleterre pour nous, hein, quand il envahit la Bretagne, il nous dit bien qu'il emporte ses troupes, qu'il emporte ses militaires, qu'il emporte ses ingénieurs, et qu'il emporte ses ingénieurs pour se rendre compte que ex aqua, donc à partir de l'eau, je me rends compte que on n'a pas du tout les mêmes durées d'hiver, de jour, de nuit en Angleterre. Ex aqua, donc il est parti avec des horloges hydrauliques là-bas, avec ses ingénieurs qui maîtrisaient les horloges hydrauliques. Et d'ailleurs, la principale source qu'on ait, c'est Vitruve sur les canons solaires et sur les horloges hydrauliques. Et Vitruve est un ingénieur militaire. Et il maîtrise plutôt bien la partie horloge hydraulique, un peu moins les canons solaires. Il décrit les types, mais apparemment il ne sait pas toujours de quoi il parle. Mais alors il va décrire très précisément les horloges hydrauliques et comment on les règle. Et quand on a de l'or, on n'a pas d'impureté avec le calcaire qui se dépose et qui fausse le débit de l'eau, parce que si le calcaire se dépose, on n'a pas le même débit, etc. Tout ça, il est très 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 précis. Donc voilà, les militaires utilisent les horloges hydrauliques. On a des tablettes, on a des fragments de tessons de céramique au Stracon, sur les limes aussi, en Tunisie et autres, qui nous donnent des heures de veille et des départs et arrivées de courriers militaires sur des forts militaires à des heures et même des demi-heures précises. Tel courrier est arrivé à telle heure, tel autre courrier est parti à telle heure et demie de la nuit. Bon, partant de là, ils ont une horloge hydraulique dans le fort, sous bonne garde, certainement des autorités. C'est évident. On n'a pas l'objet, mais on a les textes qui nous prouvent qu'il y avait l'objet. Et les rares fragments d'horloge hydraulique qu'on ait trouvé, des fragments de roues de bronze avec des signes du zodiaque et des petits trous dedans pour mettre le jour, ont été retrouvés dans des forts romains. Et là, c'est pareil, il y a quelque chose. Mais des canons solaires, pas particulièrement, en tout cas. Un peu compliqué, peut-être lourd à transporter. Puis surtout, le canon solaire, il est adapté à la latitude du lieu où vous allez. Donc vous allez devoir en faire un à chaque fois que vous bougez. Ouais, ou avoir les dispositifs que tu nous as présentés tout à l'heure. Avoir un dispositif qui pouvait être militaire. Ça, je ne sais pas non plus, parce qu'on les retrouve toujours un peu perdus ou mis au rebut ou enterrés dans des tombes. Mais oui, voilà, le militaire a besoin de l'heure pour son organisation, pour faire partir ses courriers, pour faire partir ses informations et pour étudier aussi la géographie et ce qui se passe astronomiquement parlant dans les régions qu'ils ne connaissent pas, notamment les régions septentrionales. Forcément, il a dû être sacrément surpris partant de Rome et arrivé sur le limes saxon, c'est pas du tout la même chose. Mais alors, les horloges hydrauliques, on a une idée de la taille que ça peut représenter, parce qu'en fait pour moi si tu veux, dans mon esprit profane, une horloge hydraulique ça reste un truc assez gros quoi, et donc chiant à transporter, donc effectivement on comprend qu'elle soit sous bonne garde parce que logistiquement faut pas se faire cramer son chariot qui transporte l'horloge hydraulique quoi. Qui est certainement démontée quand elle devait être transportée, mais on n'a pas trop d'idée de la taille exacte parce qu'on n'en a jamais retrouvé une seule entière. Mais les réservoirs à Athènes qui servaient pour l'horloge hydraulique sont des énormes réservoirs de plusieurs mètres. Donc ça suppose une installation conséquente. Donc quelque chose qui fait peut-être dans l'horloge hydraulique. Si on a la tour des vents à Athènes. La tour des vents à Athènes, c'est un espace à l'intérieur de plusieurs mètres cubes. Il y a bien quelque chose de 3 mètres de haut sur 2 mètres de large d'emprise. Mais l'horloge hydraulique à Athènes est un peu particulière parce qu'elle a un bâtiment en dur pour la protéger, donc c'était peut-être une énorme horloge hydraulique, et quand on est un militaire, on a une horloge hydraulique un peu plus fruste, un peu plus simple, qui devait être réalimentée plus souvent en eau aussi. C'est ça le plus important. Avec des systèmes de flotteurs en liège et autres pour faire monter une statue avec une tige pour indiquer l'heure, ou une colonne qui tourne, parce que forcément, comme l'heure va changer
de durée tous les jours, même si ça se voit pas tous les jours, mais tous les mois ça se voit, il faut bien imaginer que la graduation sur une horloge hydraulique, c'est une graduation en spirale, courbe, où on va tourner une colonne tous les jours, tous les 2 jours, tous les 5 jours, tous les 6 jours, pour conserver l'idée de l'heure temporaire. Mais c'est quelque chose d'assez important, oui, parce que si à Taloir, pareil, je vous en ai parlé, à côté d'Annecy, il y a des grilles pour protéger l'horloge, c'est que c'est pas un truc qui fait 40 cm de haut et qui est ridicule. Hein. C'est déjà un truc qui doit faire dans les 1 à 2 mètres de haut et un peu conséquent pour y mettre des grilles à un esclave pour la protéger. Alors dans le chat, on me demande si les horloges hydrauliques mesurent les heures équinoxales ou temporelles. Pour le... Elles mesurent les heures temporaires et c'est ça le plus compliqué. C'est que Vitruve nous dit « Ah, donc vous allez devoir avoir un système de pointeau pour réduire ou augmenter le débit de l'eau en fonction de du mois de l'année où vous vous trouvez, alors, du mois et même de la semaine de l'année où vous vous trouvez. Ou alors, il nous dit, vous allez avoir ce système de colonnes avec un diagramme tout autour que vous pivotez d'un quart de tour tous les temps et c'est les lignes qui vont vous indiquer l'heure qui sera toujours en heure temporaire. Et là, Vitruve rentre dans des considérations extrêmement compliquées pour pouvoir continuer à faire indiquer des heures temporaires à son horloge hydraulique. C'est comme si vous imaginiez, et ça s'est fait au Moyen-Âge, une horloge mécanique qui vous indique des heures temporaires. Il faut complètement changer le rythme de l'horloge. Le bordel absolu. Ouais, mais c'est étonnant parce que moi, en fait, spontanément, j'aurais dit bah non, mais évidemment, c'est équinoxal. Non, c'est temporaire. D'accord, c'est très contre-intuitif, je trouve. Oui, et ça, on le sait, heureusement, grâce au texte de Vitruve. Sinon, parce que comme on n'a pas retrouvé d'horloge hydraulique complète, on aurait pu se poser la question. Mais Vitruve, il passe 4 à 5 pages à nous expliquer comment on fait pour réduire, augmenter, régler les problèmes de débit de l'eau. Parce que c'est jamais constant. Enfin, il doit pas être constant. Vu qu'on parle d'opérations militaires et puis de la complexité du truc, je me dis que des films comme Mission Impossible ou Ocean Eleven, mais dans l'Antiquité avec des types qui coordonnent une action à la seconde près, c'est pas possible. Non. Aucune horloge dans une ville ne donne la même heure pratiquement. Il y a une phrase célèbre de Sénèque qui dit il serait beaucoup plus... Donc Sénèque, hein, on est quand même là au premier. Donc vraiment, la grande période à Rome, il nous dit c'est beaucoup plus facile de mettre d'accord les philosophes que les horloges entre elles. Pour dire à quel point aucune horloge ne donnait la même heure dans la même ville. Bon, en tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, au-delà d'un simple, j'ai envie de dire, on l'a vu, pas simple outil pour mesurer le temps qui passe, le cadran solaire, en fait, il a développé toute une symbolique, en fait, dans l'Antiquité. Oui, on commence à avoir l'idée du memento mori, du souviens-toi que tu vas mourir, dès l'Antiquité, avec des cadrans solaires. Alors, il n'y a pas que le memento mori, hein, mais quand on va représenter un cadran solaire dans une... pas une mosaïque, mais des fois dans une mosaïque quand même, l'idée où sur des sarcophages, on a beaucoup de cadrans solaires sur des sarcophages, avec des muses, les muses qui sont autour et qui indiquent l'heure et souvent qui prennent l'horoscope du bébé, hein, du défunt à sa naissance, et on les voit prendre l'horoscope. Et il y en a une autre qui indique un cadran solaire avec le doigt sur le sarcophage, et en disant, bah voilà, on a l'horoscope et on a aussi l'heure de ta mort. Et le cadran solaire est... Bienvenue. Il est là, il est représenté dans le sarcophage. On a la même chose sur des gemmes. On scellait son courrier avec un personnage assis avec son volumen, son rouleau de papyrus, son bâton de philosophe, en train de contempler, toujours barbu hein, le mec, et en train de contempler un cadran solaire. En pleine contemplation. Je réfléchis à la vie, à la mort, au temps qui passe. Et c'est ça, avec ça qu'on va sceller son courrier, qu'on va envoyer à tous ses correspondants. C'est pas anodin non plus, comme truc. Hein. On va avoir, après des scènes un peu plus humoristiques. Hein. On a des très jolis cadrans solaires qui sont peints dans des latrines. Avec des personnages avec des gros nez caricaturaux qui sont en train de se foutre un petit peu de ce besoin de partir à l'heure pour aller manger. Avec des textes en dessous hein, qui sont voilà à ce niveau-là très rigolo à Éphèse. Donc c'est dans les latrines à Éphèse hein, qu'on a retrouvé ça. Bon. Ou alors on va avoir
Très très intéressant, pas mal de fresques, une mosaïque et puis des gemmes, encore une fois des sceaux, où vous allez avoir un personnage avec un chien qui a l'air de marcher. Au loin, vous voyez un cadran solaire sur une colonne, et ce monsieur, il fait, alors je sais pas si vous arrivez à décrire ce signe-là alors pour les gens qui écoutent le podcast, c'est un peu comme OK avec la main en fait, hein, l'index et le pouce, et puis les autres doigts levés. Enfin, vous voyez, c'est OK. Il fait ça, le bras levé, et ça, c'est le salut aux défunts. Ça, c'est exactement ça. Ça veut dire le salut aux défunts, et ça veut dire que le personnage est en train de passer le long d'une nécropole et qu'il y a un cadran solaire sur une tombe. Et qu'il est en train, voilà, de dire je vous respecte, et en même temps, je suis peut-être allé voir l'heure aussi. Oui, on en parlait tout à l'heure. Mais on l'a aussi dans des représentations iconographiques, ça. Tellement c'était important à l'époque. Et la nécropole, le cadran solaire, on l'a aussi, ce memento mori. Et on l'a dans les textes. Hein. On se rappellera de moi et le temps a passé, et on a parfois des textes avec là on a le défunt ou la famille du défunt qui dit un tel est mort à tel âge, tant de mois, tant de semaines, tant de jours et tant d'heures. Très précis. Bon, voilà, c'est pas rien non plus ça. Moi, je trouve ça assez intéressant. Sur l'iconographie, il y a énormément de choses. Le cadran solaire peut soit indiquer un lieu, par exemple sur une mosaïque où on voit des philosophes qui sont rassemblés, qui sont en train de papoter, et il y a un cadran solaire au milieu. En fait, ça vous indique juste qu'ils sont en train de papoter au lycée. Le lycée à Athènes, hein, voilà, le lieu de l'académie. Le création de l'académie, le cadran solaire symbolise l'académie. Là, il n'est pas là pour dire la mort ou je sais pas quoi, il est juste dit c'est l'académie. Ou alors, c'est je suis un philosophe. J'ai un cadran solaire, je suis un philosophe, je suis quelqu'un de scientifique, je réfléchis à des tas de choses. Des fois, on a juste le cadran solaire sur une colonne. Bon, là, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être plein de trucs. Et il y a toujours l'horloge. Je vais vous lire juste, je peux vous lire un petit passage de Pétrone. Vous rappelez cette icône de Pétrone, et puis ce personnage qui veut qu'il y ait une horloge au centre de son tombeau pour que quiconque regarde l'heure soit bon gré mal gré forcé de dire non. Il dit vous savez pas chez qui on va aujourd'hui, mais on va chez Trimalchion, un homme tout à fait chic qui possède dans son Trimalchium une horloge équipée d'un sonneur de trompette pour savoir à toute heure quelle portion il a perdu de sa vie. Le memento mori, il est là. Alors là, il est exagéré, c'est satirique, c'est pour se moquer de cette classe de nouveaux riches romains qui mettaient des horloges partout dans leur villa, mais le fond est vrai, parce que si on se moque de quelque chose, c'est que cette chose existe. Et voilà, ça, on en a plein, des choses comme ça. Le symbole du cadran solaire qui tombe. Cicéron fut averti de l'heure de sa mort parce qu'un corbeau a fait tomber le cadran solaire de sa colonne et il s'est brisé. Le cadran s'est brisé, sa vie va se terminer. Ça, c'est dans les faits dits mémorables de Valère Maxime. Donc, on en a plein des choses comme ça on a des gens qui analysent les rêves, l'oneiro criticon. Donc, on analyse les rêves et le cadran solaire apparaît dans les symboles que les gens vont donner. Comme j'ai rêvé de. Alors ça veut dire si tu as rêvé d'un cadran solaire, ça signifie des activités, ça signifie un lancement d'affaires, ça signifie des grands mouvements, des projets, des hommes qui vont agir et faire attention au temps. Ça c'est très très bien. Par contre, si le cadran solaire dans ton rêve est tombé, attention, ça veut dire que c'est dangereux et funeste, surtout si tu es malade. Voilà. C'est pas le texte. Hein. Voilà, il y a plein de trucs très très rigolos sur la vie quotidienne sur ça. Ce que tu nous racontes là, cette anecdote avec limite il faut sonner à la trompette l'heure justement, ça me fait penser à une autre question, c'est-à-dire que on a cette représentation finalement très visuelle du temps qui passe avec ces cadrans solaires ou même avec ces horloges hydrauliques. Est-ce qu'il y a aussi un moyen sonore de se repérer dans les villes, parce que par exemple durant la période médiévale nous on a les cloches par exemple qui sonnent. Alors la cloche existe dans l'Antiquité et sur les agoras et sur les places de marché, et le marché ouvre à l'heure dite au son de la cloche et ferme à l'heure
prévue. Elle change en fonction des villes et des habitudes. Voilà, la cloche. Voilà, la cloche est utilisée. Et la cloche est un synonyme de marché. Je vais à la cloche. Voilà. Et c'est-à-dire, je vais au marché. Et parce qu'elle sonne aux heures. Mais on a aussi des horloges hydrauliques qui vont sonner mécaniquement, qui vont avoir des systèmes de sonnerie pour vous indiquer. Et Triple Q, c'est pas une blague quand il dit elle sonne toutes les heures pour savoir combien de temps j'ai perdu de ma vie. Elles sonnent, certaines sonnaient toutes les heures, et des fois avec des billes qui tombaient sur des gongs libérés parce que vous avez le bras d'une colonne qui monte avec l'eau, et puis hop, ça libère une bille, et toutes les heures, ding, puis, etc. On sait que Platon avait un réveil, d'après des textes antiques, avait un réveil hydraulique qu'il réveillait la nuit pour qu'il puisse travailler. Et donc, il réveillait. Donc, c'est une horloge hydraulique qui va fonctionner la nuit et qui va le réveiller. Et ça, c'est très intéressant, cette histoire de sonnerie, de cloche. Oui, c'est fondamental, ce que tu dis, parce que c'est par là que la transmission va se faire à l'époque médiévale. C'est par les monastères. C'est par l'horloge hydraulique de veille la nuit. C'est comme ça qu'on va continuer à utiliser des horloges hydrauliques. On va perdre, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on va perdre l'idée du cadran solaire, mais l'horloge hydraulique va jamais se perdre. Cassiodore, au VIe siècle de notre ère, va offrir au roi des Burgondes une horloge. Alors déjà, pour qu'il se sépare des barbares et puis qu'il mange à l'heure et pas que quand il a faim. Bon, ça, c'est un lieu commun qu'on trouve déjà au IVe siècle avant notre ère. Les barbares, ils mangent quand ils ont faim. Nous, on mange quand c'est l'heure. Et ben, au VIe siècle, Cassiodore dit pareil au roi des Burgondes, vous serez plus un barbare. Et surtout, il lui offre une horloge hydraulique et un esclave pour s'en occuper. On est au VIe siècle. On parle de la chute de l'Empire romain au 5e. Non, au VIe siècle. Mais on sait encore le faire et on l'offre. Et Charlemagne va offrir une horloge hydraulique, va se faire offrir une horloge hydraulique aussi. Ça continue, c'est le seul truc qui continue de l'Antiquité gréco-romaine en Occident. Je suis très précis, en Occident. En Orient, c'est une toute autre histoire. Mais en Occident, c'est l'horloge hydraulique et les cloches et le fait de pouvoir se réveiller en plein milieu de la nuit pour l'office religieux, qui va donner après l'horloge, par la suite, le besoin de l'horloge mécanique, etc., 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 et ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Ouais, justement, tu peux développer ça un petit peu. Pourquoi justement ces cadrans solaires ils ont disparu, ils sont apparus que plus tard, et comment il y a eu cette évolution finalement de la mesure du temps? Le cadran solaire gréco-romain en heure temporaire va disparaître quand on a la cité qui disparaît, quand on a les énormes métropoles qui vont péricliter avec le moins de besoin de coordonner les actions des gens, et le système de féodalité petit à petit qui va se mettre en place, et on n'a plus besoin d'avoir tout le monde qui se réunit dans des énormes concentrations urbaines. Par contre, l'horloge, le cadran solaire, tel qu'on le connaît nous, en Occident, l'horloge hydraulique, elle va poursuivre sa vie dans les monastères, va être adaptée, va perdre un peu peut-être de sa technicité, mais on continue à l'utiliser. En Orient, le cadran solaire continue d'être utilisé. Les Arabes vont même pousser les recherches, reprendre tous les traités grecs, les copier, les traduire, et vont avoir besoin des cadrans solaires parce qu'ils utilisent des heures de prière qui sont très précises et qu'il faut absolument connaître pour savoir à quel moment on va dire sa prière. D'où la trigonométrie arabe qui va devenir le summum à partir du 7e, 8e, 9e, surtout 8e, 9e siècle de notre ère, et où ils continuent de construire des cadrans solaires plans, horizontaux, parce qu'ils ont, eux, besoin plus de ce cadran plan horizontal, et en notant toutes les courbes de prière à des heures très très précises, et développer la trigonométrie, et peut-être inventer le style polaire. On ne sait pas, on pense que ça vient des Arabes. Le style polaire, c'est un style qui pointe vers l'axe de rotation du monde, et qui permet de donner sur un cadran solaire l'heure équinoxiale, qu'on ne connaît pas dans l'Antiquité, enfin, on connaît dans l'Antiquité, mais qu'on n'utilise pas. Mais bon, bref, l'aiguille dans un cadran solaire gréco-romain est toujours verticale ou horizontale, toujours, sur un cadran moderne, après l'invention du style polaire par les Arabes, il pointe vers l'axe de rotation de la Terre, il est toujours calculé selon l'angle du lieu où il se trouve. Et ça, c'est fondamental. Et ça apparaît, ce cadran style polaire, à peu près au 13e, 12e, 13e,
Tex, occurrence, est en réalité 14e. Et pourquoi on a à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? On a l'horloge mécanique qui se développe énormément partout, 13e, 14e, 15e. Et l'horloge mécanique ne vous indique que des heures équinoxiales. Et donc, pour la remettre à l'heure, quand elle s'arrête, il va falloir un cadran solaire et un cadran solaire qui fonctionne en heure équinoxiale, d'où le style polaire. Tout ça, c'est super intéressant aussi, hein, comment tout ça se poursuit après l'Antiquité. Mais le cadran solaire entre le 4e siècle de notre ère et le 15e siècle disparaît. On se retrouve avec des machins gravés sur les églises qu'on appelle des cadrans canoniaux. C'est vous faites un demi-cercle et vous tracez des lignes à l'intérieur, une au milieu, et puis vous divisez les deux quarts en autant de secteurs qu'il faut. Point, ça suffit, vous dites la prière de tierce, sexte, nonne, parce qu'il y a toujours des fois S, N, M, P, prime, les heures de prière qui sont indiquées. Mais enfin, c'est pas du tout scientifique, ça. Je veux dire, n'importe qui est capable de le faire. Et vous le placez sur n'importe quelle face de l'église, qu'elle soit sud, sud-ouest, sud-est, déclinant de 10 degrés, déclinant de 5, de moins 5, est, etc. Il s'en fiche complètement. Voilà. C'est pas un cadran solaire scientifique, ça. Et on a perdu, à ce moment-là, toute la technicité, la science gréco-romaine en Occident. Elle est revenue par les Arabes, par les traductions grecques qui sont revenues au 12e, 13e dans les monastères, et on a recommencé à reprendre tous ces écrits en arabe et à les retraduire en latin. Ouais, ça, de toute façon, ça vaut pas que pour la mesure du temps, ça vaut pour la science en général, pour la médecine, pour tout ça. Nous, en Occident, on a redécouvert cette science 12e, 13e siècle, avec notamment l'ouverture après des universités de tout ça. Exactement, oui. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que là, tu dis que finalement, ce cadran solaire, il a cohabité avec les horloges mécaniques, il a même été nécessaire, en fait, complémentaire. Aujourd'hui, on en est où Oui, je dirais complémentaire et même plus important que l'horloge mécanique. C'est assez marrant, l'horloge mécanique coûtait la peau des fesses au XIIIe siècle, XIVe quand même, parce que c'est énorme. Mais si vous n'avez pas de cadran solaire, votre horloge mécanique, vous ne pourrez plus en faire grand-chose parce qu'à un moment donné, il faut la remettre à l'heure. Et vous ne pouvez pas appeler l'horloge parlante pour savoir quelle heure il est. Impossible. Donc, il n'y a que le cadran solaire qui peut le faire. Mais ça, jusqu'au 19e siècle. Le cadran solaire est fondamental et vous en trouvez partout, sur toutes les églises, sur tous les bâtiments publics. Et le grand âge d'or de la gnomonique moderne, c'est le 16e, 17e siècle, où vous avez des réalisations des cadrans solaires d'une complexité faramineuse. Vraiment, on crée des œuvres d'art avec des cadrans solaires multiphases qui indiquent des heures italiques, babyloniques, les signes du zodiaque, des tas de choses qui aujourd'hui n'arrivent pas à lire le cadran solaire. Mais on a aussi des cadrans solaires gravés ou peints sur chaque face d'une église, juste parce qu'à un moment donné, ok, l'horloge s'est arrêtée, bon, tu vas lire l'heure, s'il te plaît, et on met l'heure à midi. On remet toujours à l'heure à midi en général parce que le cadran est juste normalement toujours à midi. S'il a bien été réalisé, hein, si la ligne est droite, il sera juste. Mais on peut avoir l'heure tout au long de la journée sur un cadran solaire moderne. Quand je dis moderne, c'est du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Et après, l'arrivée du chemin de fer, qui va abolir un peu aussi les distances. Hein. Vous allez en très peu de temps parcourir des longitudes immenses. Et forcément, vous n'avez pas la même heure tout le long. Et donc, vous allez au début avoir des tables SNCF qui vous disent l'heure de départ, mais il sera quelle heure à l'arrivée? Parce que, attention, quand vous partez de Brest et que vous allez à Strasbourg, il ne sera pas à la même heure. Donc, ouais, ok, je dois réfléchir à tout ça. Et petit à petit, on va avoir l'heure qui va être uniformisé. Vous allez avoir le méridien de référence Greenwich qui va être institutionnalisé avec une bataille avec Paris, mais Paris va perdre et c'est Greenwich qui va gagner pour avoir ce méridien de référence. Et puis après, on va utiliser leur moyenne pour intégrer l'équation du temps. Moi, je rentre pas dans les détails hein, pour intégrer l'équation du temps dans cette heure-là. Et nous, aujourd'hui, on va en plus avoir l'heure d'hiver, l'heure d'été qui rajoute une complexité là-dedans. Mais le cadran solaire disparaît à la fin du 19e siècle, en fait, quand on commence à avoir les régulateurs
mécaniques qui sont de plus en plus précis et qui tiennent la seconde sur un temps suffisamment long. Et le cadran solaire n'a plus besoin n'a plus lieu d'être. Et quand vous commencez à installer un récepteur radio en haut de la Tour Eiffel pour envoyer les ondes et remettre aussi à l'heure l'ensemble des horloges du territoire, à partir de là, votre cadran solaire, il est complètement anecdotique, il ne sert plus à rien. Eh ben, il pourrait servir de bien positionnel, justement. Si tu achètes un beau cadran solaire que tu mets chez toi, c'est que tu as du pognon pour t'en payer. Hein. Et oui, et là, on fait une boucle avec l'Antiquité qui est super intéressante. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens vont acheter un cadran solaire de série chez Delbar ou chez Jardiland ou chez Jardy Brabant et vont le mettre sur leur façade. Et en fait, le cadran solaire, il est fait de série, c'est-à-dire qu'il a été fait dans des ateliers en série. Il est prévu toujours pour une latitude de 44 à peu près degrés de latitude, 42 au mieux, mais rarement 50, 49 comme chez moi ici à Guise, et rarement la bonne latitude. Et puis oui, ce mur-là il est plein sud, oui il est orienté correctement, ok on va le mettre là. Non, le mur il est pas plein sud, il est 12 degrés déclinant est, enfin moins 12, ou il est 12 degrés déclinant ouest plus 12, il va pas marcher. Il va être complètement faux. Et là, c'est comme le citoyen qui a fait faire un cadran solaire par un artisan qui n'y connaissait pas grand-chose, mais qui a des plans un petit peu à Rome, et puis qui va dire oui, alors une courbe, ça ressemble à ça, je trace une courbe, et qui va vendre son cadran au citoyen, mais il dit trop bien, j'ai un cadran solaire, et vous avez vu, il est bon mon cadran solaire. Oui, mais il est complètement faux. Mais c'est exactement la même chose. On a la même situation, la même. Jérôme qui est en mode Jean-Pierre Kopf sur les cadrans solaires, c'est de la merde. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ça a une utilité symbolique et sociale, mais ça sert à rien pour avoir l'heure chez soi. On parlait de l'hydraulique, on parlait de tout ça. On nous demande, est-ce que les bougies, ça a pu servir d'unité de mesure du temps ? Au Moyen-Âge, oui. Pas dans l'Antiquité gréco-romaine. Parce que dans l'Antiquité gréco-romaine, de toute manière, on s'éclaire à la lampe à huile. Et donc... c'est un peu difficile. Mais au Moyen-Âge, on a des bougies avec des morceaux même des petites billes qui sont incluses dans la bougie et qui, en fondant, la bille va tomber sur une coupelle et ding, il y a une heure qui est passée. C'est pas très précis. C'est fonction de la qualité de la cire, fonction de la rapidité de consommation de la mèche et de comment elle a été fabriquée, fonction du temps, de la température qu'il fait dans la pièce, etc., etc. Donc autant dire que pas très précis. Ouais, c'est pas précis. Ça vous divise la nuit en laps de temps. Ça c'est intéressant. Ça fonctionnera, mais ça vous donnera pas l'heure précisément. Tout comme on a des tas de clepsydres dans l'Antiquité qui sont en réalité des chronomètres. Les procès étaient chronométrés. La défense, elle a tant de clepsydres de paroles pour pouvoir défendre son client. Et vous allez avoir 1, 2, 3 en fonction du cas. Vous avez le droit à tant de clepsydres. Et vous n'avez pas le droit de parler de plus de clepsydres qu'il ne faut. Mais ça c'est un chronomètre. Il s'est écoulé 15 minutes, top chronos. On arrête. Et ça, on peut le faire avec de l'huile aussi ou pas ? Parce que pour marquer. Non, l'eau. C'est uniquement avec de l'eau. L'huile n'a pas du tout la même viscosité que l'eau et donc. Non, mais là je parle par exemple pour le tu fous le feu en fait. Tu vois une lampe à huile pour s'éclairer, ok, tu vois, mais l'huile à un moment donné, elle brûle pas indéfiniment, donc. Non, elle diminue à l'intérieur, mais toutes les lampes à huile sont en terre cuite opaque. Yes. Pour voir la baisse du niveau d'huile à l'intérieur. C'est un peu compliqué. On pourrait le faire aujourd'hui avec du verre. Mais de se dire pareil, tu vois, je mets telle quantité d'huile, donc ça va cramer 1 heure. Quand ça s'éteint, c'est qu'il y a 1 heure qui est passée, tu vois. Ça peut être possible, on le faisait pas dans l'Antiquité. Mais oui, techniquement, c'est faisable. En fonction de la qualité de l'huile, elle est toujours la même, raffinée de la même manière, et de la mèche qui va, voilà. La question de pyromane, on peut foutre le feu à tout le monde. Bref, allez, on ressent un peu le sujet, parce qu'on arrive quand même vers la fin de cet entretien, et il y a un truc qu'on n'a pas abordé, et qui est quand même un petit peu intéressant, donc je voulais en parler quand même 5 minutes avec toi. Au-delà de tes nombreuses activités, on l'a compris, il y a celle aussi de restaurateur de cadrans solaires, en fait. Oui, c'est ça. Comment t'en es arrivé là ? C'était la suite de la thèse, on va dire. Une fois que j'ai eu passé ma thèse et écrit le bouquin sur les cadrans solaires, voilà, il fallait bien vivre de quelque chose aussi.
Le hasard a fait que là, j'ai commencé à me donner un peu des conseils sur des cadrans solaires modernes, sur des églises. Et puis, bon, de fil en aiguille, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cadran solaire? On trouve personne pour le restaurer. Bon, si vous voulez, je vais venir l'étudier. Et si vous voulez, je vais regarder comment ça se restaure. Et puis, si vous voulez, je vais le restaurer. Et puis, je me suis formé auprès d'artisans en mathématiques, en gnomonique, en trigonométrie. Je me suis formé aussi en taille de pierre, gravure, et puis pigment pour repeindre les cadrans. Et maintenant, c'est mon métier, c'est mon autre métier, d'intervenir sur des cadrans solaires modernes, donc 16e, 19e, sur des châteaux, des églises. Quand on les découvre, ils sont souvent un peu abîmés. Donc, il faut rétablir le tracé, les calculer, comprendre pourquoi ils sont faux, quand ils sont faux, remettre un style, donc une aiguille correctement calculée, en fer forgé, en le fabriquant et remettre en pigment. Et c'est toujours très intéressant de tomber sur des vieux cadrans solaires gravés. Moi, je fais essentiellement des cadrans solaires gravés parce qu'ils n'ont pas été touchés par des restaurations successives, contrairement aux cadrans peints où on les repeint, on remet un enduit, puis pof, on fait une couche picturale. Les cadrans gravés qu'on voit, la plupart du temps, sont les cadrans d'origine. Et donc, quand il y a une erreur, je préfère les erreurs en général maintenant que les cadrans justes, c'est plus rigolo. C'est, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il s'est planté là, le mec qui l'a fait il y a 300 ans? Il s'est trompé, il a inversé son croquis, il a mis le matin l'après-midi, l'après-midi le matin. Il n'a pas pris la bonne latitude, juste il s'est trompé. C'est con quand même parce qu'il n'a pas mis la virgule au bon endroit. Et on le voit en étudiant. Ou là, j'ai le cas de cadrans à écourant au château du musée de la Renaissance, où c'est des cadrans qui ont été faits. Ils sont complètement faux, ils sont pas de la bonne déclinaison. Le mec a dû le voir et le sait parce qu'il en a fait un troisième encore à côté, donc il y en a plein sur la même façade, et il en a fait un en prenant en compte la déclinaison de 80 degrés est, mais il s'est complètement planté quand il l'a fait, et donc au bout du bout, aucun des cadrans n'a fonctionné parce qu'il a jamais mis d'aiguille dedans, il n'y avait pas un seul trou dans la pierre. Il a dit j'y arrive pas, j'abandonne. Et voilà, tout ça c'est marrant parce qu'on revient 400 ans en arrière pour Écouen, pour le coup. Et l'étude, c'est une étude archéologique en fait. Ce que je fais, c'est de l'archéologie du bâti, sur le cadran solaire, à partir des paramètres mathématiques primaires du cadran, donc en maîtrisant le langage de la souche stellaire, du cosinus, sinus, tangente, maîtriser les heures extrêmes d'ensoleillement ou pas. Voilà, tout ça, il faut le prendre en compte quand on étudie ça. Donc mathématiques, mais archéologie aussi. Et c'est du privé et du public qui te contactent. En fait, quand tu as une collectivité, en gros, qui se dit tiens, j'ai un cadran solaire, il n'est pas en très bon état, qu'est-ce qu'ils font en fait? Est-ce qu'ils doivent contacter un service spécial qui va ensuite te mandater, ou est-ce qu'ils t'appellent direct? C'est essentiellement du public. Donc des gros chantiers où ils montent l'échafaudage, ils font le tour de l'église, du château, et c'est quoi ce truc? Un cadran solaire, qu'est-ce qu'on fait? Alors soit l'architecte c'est déjà me contacte moi, me demande de faire une étude ou de faire un diagnostic, et après oui ou non de faire la restauration. Après c'est un appel d'offres, donc je suis pas tout seul, voilà, faire l'étude, ou alors c'est on m'appelle directement parce qu'on a trouvé un cadran solaire avant de commencer les travaux. La collectivité dit on va chercher un cadranier gnomoniste, restaurateur de cadrans solaires. On est une petite dizaine en France, peut-être un peu moins maintenant, peut-être 8 ou 7. C'est un tel ou un tel, et si ça tombe sur moi, j'interviens. Et c'est quoi les étapes du coup après? La première étape, c'est de faire l'étude du cadran. Donc voilà, si l'échafaudage est monté, c'est quand même vachement plus pratique de prendre les photos, de faire un calque du cadran, le tracé. Ensuite, on étudie le tracé. Moi, je fais un rapport d'étude de plusieurs dizaines de pages sur, historiquement, il est sur un tel bâtiment qui date de temps. Le cadran a pu être fait à telle époque parce que stylistiquement parlant, les chiffres sont de telle époque. Oui, il ressemble à un cadran de telle époque. Sur le territoire, je sais qu'il y a 45 cadrans du département qui peuvent ressembler à ça. Donc parce que j'ai fait l'étude avant, et ensuite qu'est-ce qu'on doit faire pour le restaurer? Est-ce que on corrige des choses ou pas? Est-ce qu'on regrave profondément ou pas? Le style, il va être calculé de telle manière parce que je dois moyenner, parce que si le cadran est faux, mais il faut qu'il soit un peu juste aussi pour la collectivité, parce que sinon on va pas ne pas remettre de style même s'il est faux. Les couleurs, il faudra faire ça ou ça, c'est l'architecte ou le maître d'ouvrage qui va décider. Et à partir de là, j'envoie le dossier d'études, et c'est en concertation avec la mairie, l'architecte, la DRAC. Ils vont décider ce qui va être fait. Et moi, après, j'interviens en fonction des préconisations qui auront été faites.
essentiellement par moi-même dans le dossier d'études, mais en concertation aussi avec les architectes. Et donc dans ce dossier d'études, tu peux être amené à consulter les archives en fait? Oui, je vais chercher les archives textuelles, mais il y en a quand même peu sur les cadrans solaires. Hein, quand on donne le prix d'un cadran solaire au XVIIe, c'est que c'est un beau cadran solaire quand même, parce qu'en général, bon, voilà, on donne pas le prix, on n'a même pas le nom de l'artisan. Et je vais faire une recherche iconographique en photo ancienne, parce qu'on a quand même pas mal de photographies à la médiathèque du patrimoine de la fin du 19e siècle, où on a couvert quand même beaucoup de gros monuments importants en photographie plaque de verre. Et ça, c'est des sources fondamentales, parce qu'au 19e siècle, la plupart des cadrans solaires, même s'ils sont en mauvais état, sont encore présents, n'ont pas été gommés, et il n'y a pas eu les guerres, il n'y a pas eu les ravalements de façades, il n'y a pas eu les restaurations successives des années 30, 50, 70, 90 qui ont lissé complètement les façades des bâtiments. Et donc, on retrouve souvent le cadran solaire, mais il faut aller chercher Augustin Boutique ou tous les grands photographes du patrimoine du 19e. J'imagine qu'il y a des cadrans de différentes tailles, du coup, au niveau de la restauration, en fait, tu es obligé d'aller sur place ou parfois tu peux démonter le truc et l'emmener en atelier Toujours sur place. Ils sont gravés à même la pierre. Rarement rapporté, j'en ai eu qu'un qui était rapporté, mais scellé définitivement, donc vous ne pouvez plus l'enlever. Et ça peut aller d'un cadran de Saint-Omer sur la cathédrale, il faisait 15 mètres de large sur 6 mètres de haut. Et la plupart du temps, c'est 1 mètre sur 2 mètres ou 3 mètres sur 4, voilà. Parce qu'ils trouvent vraiment haut. Et donc, il faut qu'il soit visible pour tout le monde, et notamment par la personne qui va remettre l'horloge à l'heure. Alors, aujourd'hui, toi, tu fais partie de la commission des cadrans solaires de la Société astronomique de France. C'est quoi exactement, même si ça a l'air limpide en le lisant, j'imagine que ça peut être utile de rappeler ce que vous faites exactement, et qu'est-ce que tu fais, toi? Alors moi, je suis membre de la commission des cadrans solaires. Effectivement, qui est une commission de la Société astronomique de France, qui est une association qui a été fondée par Camille Flammarion en 1887. Donc c'est une des plus vieilles, ou la plus vieille société astronomique qui existe en France. Et la commission des cadrans solaires en elle-même a pour but d'étudier et de recenser l'ensemble des cadrans solaires sur le territoire français, avec un inventaire, avec des études, avec un bulletin d'information, Cadran Info, qui donne des tas d'informations souvent très 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 poussées en trigonométrie, en mathématiques, pour comprendre les cadrans solaires. Moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours rendre public mes dossiers d'études, mes rapports, dossiers d'ouvrages exécutés pour la bibliothèque de la commission, avoir toujours les travaux que j'ai effectués sur les cadrans solaires qui soient gardés en mémoire pour les générations futures. Et j'écris des articles dans le périodique de la commission des cadrans solaires, ou dans Almagest, qui est une revue de Brepols, d'histoire des sciences, ou d'autres publications, d'autres journaux. Donc, mais pour la commission des cadrans solaires, voilà ce que je fais. Et ils ont eu la gentillesse et la gentillesse de me décerner la médaille Henri Rey cette année pour mon travail au sein de la commission des cadrans solaires. Tu nous disais que vous étiez quelques-uns aujourd'hui à retaper les cadrans solaires en France. Oui. Moi, de ce que je comprends, toi, la manière dont tu t'es formé, c'est vraiment... tu as été sur plein de disciplines différentes. C'était des démarches isolées à chaque fois qui sont venues compléter tes compétences. Donc, en gros, tu t'es formé toi-même avec les moyens du bord, ou est-ce qu'il y a des formations qui existent? Je me suis formé tout seul, avec le réseau, avec les gens que j'ai rencontrés pendant ma thèse, donc Denis Savoie pour la partie astronomique, mathématique, et puis après d'autres artisans qui créaient des cadrans solaires, qui m'ont appris la taille de pierre, et puis d'autres qui m'ont appris comment on faisait pour remettre un pigment. Et puis voilà, il n'y a pas de formation pour devenir cadranier gnomoniste. Cadranier gnomoniste, c'est-à-dire qu'on crée le cadranier, donc on taille, on est sur place, on est dans la poussière et haute. Et gnomoniste, normalement, c'est la personne qui est juste derrière, qui est dans son bureau et qui fait le tracé et qui le donne au cadranier. Et quand on est les deux, c'est qu'on fait autant les tracés mathématiques sur calque et sur informatique chez soi, que on taille la pierre et puis on va sceller le style et travailler le métal. Et on peut faire les deux, mais on n'est pas nombreux du tout à faire les deux. Et en plus, il faut aussi faire les recherches, si possible, historiques avant.
Donc là, il faut aussi maîtriser tout le système archivistique et puis archéologique. Je te dis pas comment je rêve d'être une petite souris le jour où quelqu'un, tu vois, je sais pas, t'es en soirée dans un bar et le gars il fait, toi tu fais quoi comme métier? Oh, je suis cadran économiste. Et là, le gars il se dit, pardon, tu vois, assez inattendu, je veux dire, à la première écoute à l'oreille, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Non, mais je coupe court très facilement. Moi, je dis, je tiens un salon de thé. Voilà. Non, c'est un métier passionnant, mais il n'y a pas de formation. Et c'est pour ça qu'on est très très peu en France, très 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 peu, à pouvoir maîtriser tout ça. On crée encore des canons solaires, attention, hein. Ça se crée encore. Et des canons d'une complexité terrible. Mais enfin bon, voilà, la plupart des gens font plus appel à quelqu'un pour créer un vrai canon solaire compliqué, tracé pour la latitude et la déclinaison gnomonique du lieu. Ils vont acheter un canon solaire de série. Est-ce que tu aurais des références bibliographiques ou autres à conseiller aux gens qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir un peu plus sur alors, le cadran solaire ou la thématique générale hein, du temps technique ou même au-delà, celle qu'on n'a pas abordée, philosophique. Est-ce que tu as des trucs à nous conseiller? Oui. J'ai pas mal de choses. Si vous voulez, alors très très général sur l'histoire de l'horlogerie. En général, là, il y aura les cadans solaires dedans. Il y a un beau livre de Oxford University Press qui est publié par Anthony Turner, James Nee et Jonathan Betts, qui s'appelle A General History of Horology, qui est vraiment bien, 2022, donc assez récent. Je redonnerai tout ça pour après. Si vous voulez regarder un petit peu tout ce qui est cadran portatif, parce que je pense que ça peut intriguer aussi. Il y a Richard Talbert qui a publié aussi à Oxford University Press en 2017 Roman Portable Sandals, The Empire in Your Hand, qui est vraiment bien. Un livre un peu plus vieux pour le coup maintenant, un catalogue d'expositions de Alexander Jones, Time and Cosmos in Greco-Roman Antiquity, Princeton University Press en 2016. Donc voilà, c'est pas si vieux. Le plus récent là qui va sortir, c'est de Christopher Pathlow. C'est sur un canon solaire qui ressemble à un jambon qui a été trouvé à Herculanum. On l'appelle le jambon de Portecchi. Et j'achète. C'est un jambon, c'est vraiment un jambon. Hein. Et c'est la queue du jambon qui donne l'heure. Bon voilà, et ça va sortir en janvier 2025 là, le livre. Mais sinon un livre en français qui peut être assez intéressant sur l'histoire des canons solaires, qui est une référence là pour le coup, c'est Denis Savoie, Recherche sur les canons solaires, Brepols 2014 pour le coup. Là, ça vaut vraiment le coup. Après, bon, la gnomonique de Denis Savoie, c'est la Bible, mais c'est rempli de formules très précises et très intéressantes, mais bon, faut plonger là-dedans. Alors que Recherche sur les canons solaires est un peu plus abordable si on maîtrise pas tout ce qui est formulation et technique. Et toi aussi, tu as sorti un truc, La mesure du temps dans l'Antiquité, aux éditions Belles Lettres. Oui, tout à fait. Édition 2015, réédition en 2021. Et qui, là, reprend un petit peu en détail tout ce que j'ai pu présenter avec toi lors de cet entretien, mais en bien plus précis sur toute la partie symbolique, histoire, technique, typologie. Toutes les sources sont présentées, il y a tous les textes latins, il y a toutes les parties iconographiques aussi. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver le boulot de Jérôme en ce qui concerne la restauration des cadrans solaires sur restaurationcadransolaire.wordpress.com. Tous les liens et toutes les références que l'on vient de citer seront mis en description de la rediffusion YouTube. Voilà, vous le saurez si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver tout ça. Jérôme, merci de nous avoir accordé de ton temps sur ce sujet. Merci beaucoup pour cet entretien, pour la passion, pour les questions qui me plaisent beaucoup et pour même des choses auxquelles je n'avais pas pensé réellement. Voilà, même moi, je découvre des choses là. Comme quoi? Qu'est-ce qui t'a interloqué? Ouais, la question de l'objet positionnement. Et quand on y réfléchit vraiment, on peut aller chercher un peu plus loin que même moi ce que j'ai fait pendant ma thèse. Il y a quelque chose à creuser là, réellement. Ah mais c'est super, moi j'adore cette idée-là. Et tu sais que David Castello-Lopez, donc humoriste, qui a fait ses vidéos, tout ça, il a fait un truc vraiment très drôle pour expliquer les biens positionnels et savoir si ça marchait vraiment. Il a dit, je vais créer un t-shirt sur mon site web, et donc c'est le même t-shirt avec une typo et avec
il y en a un, il y a 1 étoile, l'autre il y a 2 étoiles, l'autre il y a 3 étoiles. Celui à 1 étoile, il coûte genre 20 balles, celui à 2 étoiles, il coûte genre 30 balles et l'autre 40 balles, tu vois. Et en fait, voilà, il a dit je vends un bien positionnel. Les gens qui achètent ces t-shirts sauront, quand t'as les 3 étoiles, que t'avais mis plus de thunes que les autres. Et il a vendu des t-shirts à 3 étoiles. C'est ça qui est absolument incroyable, quoi. J'adore. Non, j'adore l'idée. Vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien plu là. Bravo. Ouais. Bon, Jérôme, en tout cas, merci encore. Vous pouvez retrouver tous cette émission donc en rediffusion sur YouTube ou en podcast très bientôt. Et puis, pour ceux qui nous suivent, on vous remercie aussi d'avoir suivi l'émission. On remercie Louis pour la préparation aux petits oignons comme d'habitude. Passez tous une très bonne fin de semaine. Salut, salut!